Bien, on va commencer. Dans ce séminaire qui porte sur le rapport à la Terre d'entités sociales de nature extrêmement diverse et qui se répartit entre des exposés qui s'efforcent de montrer comment des collectifs composés d'humains et de non-humains conçoivent et mettent en pratique le rapport à la Terre d'un côté, donc des exposés qui sont plutôt ethnologiques, et des exposés qui sont plutôt philosophico-juridiques, disons, et qui s'intéressent à la manière dont ce rapport à la Terre a été thématisé, conceptualisé et mis en pratique en Europe au cours des derniers siècles. Eh bien, nous sommes dans la deuxième catégorie. Et pour aborder une question tout à fait centrale dans ce domaine, qui est celui des communs, ou plutôt même, pourrait-on dire, du commun, c'est-à-dire, bien sûr, quand on parle des communs, il s'agit des biens communs. C'est une notion qui est de plus en plus développée, à la fois en droit et en philosophie politique depuis quelques décennies, mais aussi du commun. Qu'est-ce que nous avons en commun et qui peut servir comme base, à la fois dans les rapports que nous entretenons entre nous et dans les rapports entre nous humains et dans les rapports que nous entretenons avec les non-humains. Et j'ai demandé à Pierre Dardot de venir nous parler de ce thème pour lequel il est particulièrement qualifié puisqu'il s'intéresse à cette question depuis longtemps. Je rappellerai qu'avec son collègue et ami Christian Laval, ils ont publié plusieurs livres ensemble, et notamment un livre qui s'appelle « La nouvelle raison du monde », il y a quelques années, qui était une critique du néolibéralisme, non pas comme idéologie extérieure, en somme, et comme système de référence de la pensée politique et économique, mais comme une forme de gouvernementalité au sens de Foucault, c'est-à-dire comme une forme de rationalité envahissant la plus grande partie de nos conduites, une forme de rationalité qui enjoint à chaque individu, au fond, de se comporter à l'instar d'une entreprise et de vivre dans un univers de compétition généralisée. Le deuxième livre, ils en ont écrit d'autres, mais le deuxième livre auquel je vais faire référence, que Pierre Dardot et Christian Laval ont écrit en commun, et c'est la raison principale pour laquelle je lui ai demandé de venir nous parler aujourd'hui, s'intitule tout simplement « Commun ». Essai sur la Révolution au XXIe siècle. Et il est dans le prolongement, ce livre évident de celui auquel je viens de faire référence, sur la critique du néolibéralisme, parce que le commun est vu par Pierre Dardot et Christian Laval comme une sorte d'alternative politique au néolibéralisme, examiné à travers les mouvements justement alternatifs, qui sont fondés sur la notion de bien commun et qui les mettent en pratique. Donc le commun n'est pas, en ce sens-là, un bien qui appartient à tous, mais l'argument que les deux auteurs ont développé dans ce livre, c'est que le commun est un principe d'organisation sociale qui découle de quoi? Bien de l'activité en commun, précisément, de certains membres d'une société. Et une chose que j'ai trouvée très intéressante dans ces deux livres, et tout particulièrement dans Commun, c'est au fond la volonté de redonner toute sa puissance politique à l'imaginaire politique, à l'imagination politique, pour sortir des cadres de la pensée politique classique. Et c'est une chose qu'on essaye de faire, nous, anthropologues, en puisant dans des exemples, dans des pensées alternatives qui sont des pensées et des pratiques non modernes, pour essayer de rénover l'imaginaire politique. Alors, Pierre Dardot vient de m'annoncer que par un acte manqué caractéristique, il avait oublié ses notes.
Mais je précise que c'est un ancien professeur de Cagnes et que donc je n'ai aucun doute qu'il aura toute capacité pour nous faire un exposé brillant, improvisé, sur un sujet qu'il connaît parfaitement bien. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ah non, non, moi, il faut que je me mette en face. Alors, au revoir. Bon, mais merci à Philippe Descola. Et j'ai vraiment grand plaisir, en tout cas, à préparer ce que j'ai égaré, ou en tout cas ce que j'ai laissé chez moi. Mais je pense que la mémoire, dans une certaine mesure, remédiera à cela. Et je vais en effet aborder la question de la souveraineté à partir des communs. Alors j'ai intitulé d'ailleurs mon intervention « Les communs et la question de la souveraineté ». Le sous-titre d'ailleurs que j'avais donné à cet exposé, c'était « Pour une cosmopolitique des communs ». Et j'expliquerai pourquoi cosmopolitique et pas cosmopolitisme. Et par conséquent, si je reviens à ce que j'avais moi-même prévu de dire et à ce que j'avais couché par écrit, je crois que le plus important peut-être c'est d'entendre ce que le titre signifie dans mon esprit, puisque finalement on peut prendre ce titre-là de plusieurs manières, les communs et la question de la souveraineté, mais le « et » n'est pas pour moi de l'ordre d'une juxtaposition. Le « et » signifie que c'est seulement à partir de la reconnaissance de la réalité des communs que l'on peut mettre en question de façon radicale la souveraineté. Donc ça veut dire que la problématisation de la souveraineté n'est possible qu'à cette condition. Donc il faut entendre le « et » en un sens extrêmement fort. Et je crois que c'est dans cet esprit-là que j'ai bâti mon exposé. Et je commencerai par faire une remarque justement concernant la façon dont on peut prendre ces questions. J'emprunterai à Michel Foucault et au cours sur Naissance de la biopolitique une remarque qui est d'ordre méthodologique. Foucault est amené à faire cette remarque-là très tôt, à l'ouverture du cours, de la première leçon, et il explique justement qu'il faut adopter une sorte de parti pris méthodologique qui est ce qu'il appelle un nominalisme méthodologique. Nominalisme méthodologique, ça signifie, de son point de vue, qu'il ne s'agit pas de renouer avec les débats des médiévaux sur la réalité, à savoir s'il n'y a que des singuliers ou s'il y a des universaux, mais dans son esprit, ça signifie tout simplement qu'il faut mettre de côté la question de l'existence ou de la non-existence des universaux. Il va même jusqu'à dire qu'il faut décider qu'il n'y a pas d'universaux, mais il considère que c'est une décision qui est méthodologique essentiellement, donc ce n'est pas un nominalisme ontologique, pourrait-on dire. Et il dit, à propos de certaines catégories, justement, qu'elles se présentent d'emblée comme des universaux, et que c'est bien là le piège. Et au nombre de ces concepts ou de ces catégories, il mentionne la souveraineté, le souverain, le peuple, le sujet, la société civile et l'État. Vous voyez que on dessine là un paysage théorique qui est assez familier dans la mesure où il fait tout de suite la remarque que si on accepte de partir de ces universaux comme universaux, à ce moment-là, il y a un risque, et même pour lui c'est quelque chose d'assez inévitable, qui est que l'on écrase ce qui s'invente, à même les pratiques, au nom de cette grille de lecture, de cette grille d'intelligibilité, dans la mesure où précisément on aura en vue la signification de l'universel et on tâchera de voir dans quelle mesure les pratiques vérifient ou non cette signification de l'universel qu'on a commencé par poser au départ. Et il dit que c'est justement là la démarche qu'il ne faut absolument pas adopter. Il dit au contraire, il faut partir des pratiques, il insiste beaucoup là-dessus, et puis voir ce qui, dans le prétendu universel, résiste à la façon dont ces pratiques se réfléchissent elles-mêmes. C'est une indication, pour moi, qui est très précieuse, dans la mesure où c'est une méthode qu'on a tâché de suivre avec Christian dans certains de nos livres, en particulier dans La Nouvelle Raison du Monde, mais pas simplement. Et je crois que c'est d'autant plus important ici, parce que nous considérons que les communs sont d'abord et avant tout des pratiques. Alors vous voyez qu'à partir du moment où on dit que les communs constituent les pratiques, la réflexion méthodologique de Foucault est assez précieuse, dans la mesure où il nous dit précisément pour éviter d'écraser les pratiques en partant des universaux, il faut justement considérer d'abord les pratiques, voir ce qu'elles ont à nous apprendre concernant le statut des universaux,
et passer ces universaux au crible justement de l'analyse des pratiques telles quelles. Alors je crois que c'est assez important de commencer par dire au départ que justement les communs sont des pratiques, constituent des pratiques. Ce sont des pratiques qui sont sociales, à la fois individuelles et collectives, et ce sont ces pratiques qu'il faut analyser, qu'il faut prendre en compte lorsqu'on veut justement interroger la relation qui existe entre la logique des communs et la logique de la souveraineté. Je dirais donc que mon propos, c'est d'abord et avant tout d'interroger cette relation entre deux logiques, entre la logique de ces pratiques sociales que sont les communs et la logique de la souveraineté telle qu'elle s'est constituée en Occident comme logique de la souveraineté étatique. Voilà, je pose d'emblée le décor pour que les choses soient précisément articulées, et ça m'apparaît quelque chose d'assez important à titre de préliminaire, mais comme les meilleurs préliminaires, comme dirait Hegel, sont ceux qui s'annulent eux-mêmes, eh bien là, en l'occurrence, j'irai droit au sujet, c'est-à-dire à l'analyse justement de cette tension ou de cette confrontation nécessaire entre la logique des communs comme pratique sociale et la logique de la souveraineté étatique. Et je commencerai tout simplement, ce sera la première partie de mon exposé, à envisager la façon dont cette tension ou cette confrontation peut être mise à l'épreuve en considérant ce qu'étaient à l'origine les communs dans l'histoire européenne tout particulièrement, et en considérant la façon dont la logique de la souveraineté étatique s'est construite et articulée dans l'histoire de l'Occident, ne serait-ce que pour avoir une première vue assez précise de la façon dont ces deux logiques sont difficilement compatibles, parce que mon propos, c'est justement de montrer que dès l'origine, il y a là deux logiques qui sont assez difficilement compatibles. Alors je commencerai par les communs, par donc ce qui se présente d'emblée comme un substantif pluriel, même si, comme l'a relevé Philippe Descola, il y a une sorte d'engouement pour la question des communs depuis quelques années, il n'en reste pas moins que beaucoup de gens ont du mal à se faire à l'idée que ce substantif pluriel puisse fonctionner comme tel, de façon autosuffisante, en quelque sorte. Il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu gênés, alors je reviendrai sur cette question-là, parce que, par exemple, en Italie, ça fait l'objet de très nombreux débats, ils sont un petit peu gênés par la substantivation de l'adjectif commun, mise au pluriel en plus, et ils ont tendance donc à se rabattre sur le syntagme bien commun, sans toujours s'aviser de la différence qui existe entre les communs et les biens communs, puisque ce qui fait problème dans la deuxième expression, j'y reviendrai, c'est précisément le fait que commun soit un adjectif qui vient qualifier les biens, et que par conséquent on postule qu'on ne peut véritablement parler des communs qu'à titre de qualification d'un certain nombre de biens qui existent déjà par eux-mêmes, indépendamment de leur relation aux communs. Voilà. Et je crois qu'il faut faire le saut et accepter par conséquent de parler directement des communs en tant que tels. Et lorsqu'on aborde la question par ce biais, on s'aperçoit qu'il y a une matière extrêmement riche, qu'il vaut la peine de rappeler de façon succincte, parce que nous avons eu tendance, peut-être plus en France que dans d'autres pays, compte tenu de l'histoire particulière qui est celle de notre pays, à refouler ce qui a été considéré pendant très longtemps comme étant des communaux, puisque c'était le terme que l'on utilisait en France, alors qu'en anglais, il y a le fameux terme de commons qui est très ancien et qui a été utilisé comme tel, sans qu'on ait besoin de faire de ce commun quelque chose qui viendrait qualifier à titre d'adjectif une chose ou une substance. Et je crois que c'est une habitude linguistique qui est assez précieuse et qu'il faudrait se réapproprier, justement pour éviter de tomber dans cette réduction du commun à une qualification de biens qui existeraient déjà ou de substances qui existeraient déjà par eux-mêmes. Et je pense que le mieux, c'est de se référer justement aux pratiques, c'est-à-dire aux pratiques collectives telles qu'elles pouvaient exister. Et lorsqu'on se retourne vers ces pratiques, on s'aperçoit qu'en effet, il y avait des choses extrêmement diverses, des terres arables, des forêts, des terres de pâturage qui pouvaient donner lieu à l'exercice d'un certain nombre de droits d'usage collectif. Et je précise que cette notion de droit d'usage collectif est tout à fait décisive ici, dans la mesure où cela bouscule un petit peu les habitudes intellectuelles, théoriques que nous avons pu prendre en Occident, en considérant justement qu'il y avait des droits qui étaient fixés une fois pour toutes, dont les titulaires étaient des sujets qui étaient déjà constitués ou tout constitués, auxquels on accordait des droits, donc des sujets qui étaient titulaires d'un certain nombre de droits aux contours juridiques nettement définis.
Or, lorsqu'on aborde la question des communs sous l'angle des pratiques sociales, des pratiques collectives, telles qu'elles pouvaient exister en Occident, depuis des temps immémoriaux, on s'aperçoit justement que c'est là une notion dont il faut être capable de se déprendre. Parce que les droits d'usage collectif dont il était question se trouvaient directement attachés à des choses, de telle manière que dans l'esprit de ceux que l'on appelait en France les communiers, ce qui est un nom peut-être assez curieux, mais c'est comme ça qu'on disait, les gens qui vivaient dans les communs, des communs aussi dans une certaine mesure, étaient des gens qui s'appelaient eux-mêmes et qu'on appelait des communiers. Mais cela n'a rien à voir, bien sûr, avec la communion ou avec quoi que ce soit d'autre. C'est un terme qui est assez important dans la mesure où il signifie, où il est symptomatique d'un certain type de rapport, justement, entre les communs et ceux qui vivaient dans les communs. Et je crois que c'est assez important de rappeler que pour ces gens-là, pour les communiers, les droits d'usage collectif valaient comme des propriétés collectives. Alors c'est une façon de prendre note de quelque chose d'assez curieux et d'assez étrange au regard de nos habitudes intellectuelles, encore une fois. Et que nous avons l'habitude d'utiliser ou de nous référer à une notion de propriété qui est une notion juridiquement très stricte, aux contours nettement arrêtés, alors que là, quand les communiers parlaient de propriété, ils entendaient une norme juridique qui était directement contraire à la norme juridique qu'un certain nombre de gens, des propriétaires privés, voulaient faire prévaloir, notamment à partir du XIVe, XVe siècle, très tôt d'ailleurs dans l'histoire par exemple de l'Angleterre, et ils entendaient justement faire valoir leurs droits d'usage comme des propriétés contre des propriétés qui menaçaient ce droit d'usage collectif, au point de ne pas hésiter très souvent à porter, comme on dit, l'affaire sur le terrain judiciaire et donc à se battre pour faire respecter ces droits collectifs dont ils estimaient qu'ils étaient des propriétés. Donc vous voyez que la notion de propriété à ce moment-là n'est pas du tout prise au sens de la propriété absolue et exclusive, c'est-à-dire finalement au sens de ce que l'individualisme propriétaire nous a habitués à considérer comme étant la norme. C'est tout cela, c'est quelque chose qui existe bien avant que ces normes juridiques ne soient fixées, a fortiori bien sûr inscrites dans le Code civil, parce que ça il faudra encore attendre quelque temps, mais je crois que c'est important à rappeler, parce qu'on a là justement une notion de la propriété et une notion de l'usage et une notion du rapport entre l'usage et la propriété en droit qui est tout à fait étrangère à ce qui est devenu ensuite notre tradition. Mais si je reviens donc à la pratique collective des communs, on s'aperçoit à ce moment-là qu'il y a une indétermination juridique qui se retrouve dans la notion d'usage. Alors je prends un exemple parmi d'autres, mais j'ai trouvé cela relativement, bon, pourquoi ne pas le dire, assez amusant d'ailleurs. J'ai retrouvé dans le dictionnaire Furetière, donc le premier dictionnaire universel de la langue française d'Antoine Furetière de 1690, une trace, pourrait-on dire, de ces conflits autour du statut des communs. Et ça se trouve à l'entrée usage du dictionnaire d'Antoine Furetière de 1690, donc c'est la fin du XVIIe siècle. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà, entre guillemets, réglées, peut-être pas dans le meilleur sens, mais en tout cas qui sont réglées par une certaine forme de démembrement des communs à l'époque, mais il y a des souvenirs qui sont très vivaces, et puis il y a des pratiques qui continuent de subsister et qui vont continuer de subsister extrêmement longtemps. Il n'est que de penser, par exemple, à la guerre des Demoiselles en 1830, sous Charles X, pour s'apercevoir que ce sont des pratiques sociales qui ne vont pas s'éteindre comme ça du jour au lendemain. Et en Angleterre, il faudra attendre le début du XIXe siècle pour que les derniers communs soient véritablement liquidés. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose d'assez intéressant dans la façon dont cette mémoire, alors là il s'agit d'une mémoire académique, le dictionnaire de Furetière, mais dont cette mémoire est amenée à fixer un certain nombre d'anciennes significations. Et là, en l'occurrence, à propos des usages, à propos du mot usage, il est dit un certain nombre de choses, il y a plusieurs significations comme ça qui sont répertoriées. Elles ne sont pas d'ailleurs extraordinairement maîtrisées du point de vue de leur rapport réciproque, mais le dictionnaire commence à dire les usages, c'est d'abord les manières d'agir ou les coutumes. Par exemple, il y a des coutumes qui prévalent dans chaque province, dans le royaume, et qui passent pour loi, c'est dit tel quel. Et puis, il y a l'usage aussi au sens de l'usufruit, par opposition à la propriété. Il y a des exemples qui sont savoureux, et notamment, on dit, les moines, par exemple, ont soutenu qu'ils n'avaient pas la propriété du pain qu'ils mangeaient, mais seulement l'usufruit.
Voilà, par exemple. Bon, là, mais déjà, ça, quand vous trouvez ça en 1690, vous apercevez que c'est une façon de faire écho à un certain nombre de conflits qui ne sont pas simplement des conflits de compétences, qui ont eu lieu à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle, une période tout à fait charnière, parce que la question était de savoir, notamment avec les franciscains, si en effet ils avaient la propriété ou simplement l'usage, au sens de l'usufruit, de quelque chose dont seule l'Église était propriétaire. Donc toute une discussion sur l'usage, et vous voyez que simplement comme ça, en passant, dans la façon dont cette signification se trouve fixée, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur l'histoire de ces pratiques. Et puis, immédiatement après, le dictionnaire Furetière enchaîne en disant « mais l'usage, ça peut se prendre au pluriel ». À ce moment-là, on dit « les usages », et à ce moment-là, de façon extrêmement significative, donc étrange pour nous, considérée du point de vue de la situation qui est la nôtre aujourd'hui, mais finalement assez familière pour les gens de l'époque qui pouvaient lire le dictionnaire, il est question des usages au pluriel pour désigner des choses. Et vous avez tout de suite une énumération. Les broussailles, les pâtures, les bois, voilà, des choses sont énumérées. On dit, voilà, ça, ce sont les usages. Vous voyez, le terme d'usage au pluriel renvoie directement à un certain nombre de choses. Nous serons amenés, nous dirons, nous, des choses. Et puis, juste après, il est question de l'usage, et cette fois-ci, de l'usage au singulier. Et le dictionnaire Furetière dit l'usage au singulier. L'usage au singulier, c'est le droit que l'on a sur les choses qui ont été mentionnées au moment de la signification précédente, au moment où la signification précédente a été fixée, et le droit que l'on a sur ces choses, et donc un droit dont certaines communautés se prévalent, le droit de mener paître, par exemple, des bestiaux dans un certain nombre de terrains qui peuvent appartenir à des particuliers, qui peuvent appartenir au domaine royal, mais peu importe en l'occurrence. Et il y a à ce moment-là une petite parenthèse savoureuse ou une notation savoureuse, puisque le dictionnaire de Furetière dit qu'il faut faire attention, parce qu'il y a souvent justement de la part des seigneurs une volonté d'enclore ces communs, ces usages, puisqu'il est fait référence à cela, et donc une volonté de remettre en cause ces droits. Et enfin, immédiatement après, il est question justement des détenteurs des droits, et à ce moment-là, on dit usager. Vous voyez, on commence par usage au pluriel, usage au singulier, et usager. Et on dit l'usager, c'est celui qui a le droit d'usage. Voilà. Donc il y a un enchaînement qui est assez remarquable, qui montre bien, qui révèle bien l'indétermination juridique dont j'étais en train de parler, et je crois que c'est assez important à noter, parce que ça signifie que ceux qui ont droit d'usage, ce sont ceux qui exercent ce droit sur des choses, comme si finalement il y avait un lien entre ces choses qui donnaient un droit d'usage à ceux qui vivaient de ces choses, parce que ce qui est en jeu, c'est la subsistance. À travers le droit d'usage collectif, c'est la subsistance des pauvres, c'est la subsistance de ceux qui habitent par exemple les forêts. Et ce qui est très intéressant, justement, c'est qu'on a des droits collectifs qui sont fixés ou attachés à des choses et qui ne sont pas attachés à un titulaire subjectif, c'est-à-dire qui ne renvoient pas à un sujet qui se tient en face des choses. C'est presque des droits collectifs qui sont conférés par les choses, voilà, en fonction des besoins, bien sûr, qu'éprouvent ceux qui habitent et vivent dans ces terrains, ces communs. Et je crois que c'est assez important, parce que c'est bien évidemment très très éloigné de l'habitude que l'on a prise de considérer que les droits sont subjectifs, c'est-à-dire que les droits procèdent d'une titularité subjective. Et c'est assez important, et c'est ce que met en évidence Thomson dans un ouvrage qui a été traduit en français il y a quelque temps, je crois il y a 2 ans, ou peut-être moins, vous savez, les usages de la coutume, je crois que c'est le titre exact du livre dans la traduction française. Et ce que fait Thomson, c'est que justement, il met en évidence les côtés de ces communs, en disant justement pour les communiers, il s'agissait d'un droit de propriété, ou plutôt d'une propriété. C'était le droit d'usage qui était une propriété, ce n'était pas le droit d'usage qui était un droit de propriété. Il faut faire très attention à la façon dont les choses sont précisées. Et il dit en même temps c'était un droit local. Il insiste beaucoup sur le fait que c'était la lex loci, c'est-à-dire la loi du lieu, et que par conséquent, ça ne valait pas au-delà d'un certain périmètre. Par exemple, ça pouvait concerner une paroisse.
Mais ça veut dire que ce droit local, qui prévalait uniquement dans les limites d'un lieu donné, justifiait le fait que l'on exclut un certain nombre d'autres personnes qui venaient d'autres communautés villageoises ou qui venaient d'autres endroits ou d'autres paroisses, par exemple. Donc il y a une certaine ambivalence comme ça de cette pratique collective des droits qui fait que d'un côté, c'est en effet considéré, vécu, éprouvé comme une propriété à part entière. De l'autre côté, justement, ça permet d'exclure un certain nombre d'étrangers à la paroisse ou au village. Et en même temps, ça permet de comprendre aussi que lorsque, au XVe siècle, notamment en Angleterre, puisque c'est là que ça commence à prendre vraiment une grande importance et une échelle relativement considérable, lorsqu'on est amené à exproprier les communiers des communs, à ce moment-là, ils perdent. Ils deviennent, comme dit très justement Thomson, étrangers sur leur propre terre. Voilà. Donc ça permet de comprendre cette indétermination qui fait qu'encore une fois, par exemple en français, les communaux, c'est à la fois quelque chose qui peut renvoyer à des communautés d'habitants, par exemple dans un village, qui détiennent en propriété un certain nombre de terres, mais ça peut renvoyer aussi à des usages qui s'exercent sur des terres appartenant à des particuliers et qui sont par conséquent la propriété privée d'un certain nombre de personnes. Donc vous voyez que l'indétermination juridique est importante à relever. Si je dis ça, c'est parce que vous avez donc une pluralité de droits qui s'enchevêtrent et il faut faire attention à ça, dans la mesure où si on considère maintenant la logique de la souveraineté étatique telle qu'elle va se fixer, on s'aperçoit que justement, il y a une logique qui est totalement différente. Je dirais que pour fixer un peu les choses, surtout pour me les fixer à moi-même en plus, puisque je n'ai pas de notes, je dirais qu'il y a une logique, si vous voulez, qui est une logique, comment dirais-je, plurielle et polymorphe, qui est celle donc des communs comme pratique collective. Et puis il y a une logique de la souveraineté étatique, qui est une logique au contraire qui est vraiment référée à un centre de pouvoir, un centre de pouvoir qui est unique. L'unicité d'un centre d'un côté, et puis de l'autre côté, une pluralité de droits qui s'enchevêtrent et qui se combinent sous des formes juridiquement impures et qu'il est assez important ici de bien considérer. La souveraineté, je ferai là de mémoire une référence au chapitre 8 du livre, pas, il comporte plusieurs livres, mais le livre de la République de Bodin, puisque vous trouvez donc ça à la fin du XVIe siècle, vous avez un chapitre qui est consacré à la question de la souveraineté, à la définition de la souveraineté. Je ne reviens pas sur la définition, et ce n'est pas la définition en elle-même qui est importante, c'est le propos de Bodin. Il sacrifie à des considérations qui ne sont pas étymologiques mais linguistiques, et il commence par nous expliquer, ça commence comme ça, que finalement, ce qui se dit majestas, chez les latins, se dit arché, ou curion, chez les Grecs, se dit encore d'une autre manière, chez les Hébreux, se dit signoria chez les Italiens, manière de suggérer que finalement, avec la souveraineté, on a quelque chose qui a été compris univoquement de tout temps et qui continue de l'être, ce qui fait que Bodin se présente à travers ses considérations linguistiques comme étant celui qui ne fait que formaliser une signification univoque qui est déjà déposée dans l'usage des langues et de toutes les langues. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est qu'il mêle là des choses qui sont très difficiles à harmoniser ou à concilier. Alors, je prendrai quelques exemples, mais par exemple, le to curion, bien sûr, on sait qu'après, il y a curie, kyrie, etc., c'est-à-dire le Seigneur au sens religieux du terme. Mais si vous prenez la signification qui est attachée à la plupart des contextes justement dans lesquels ce terme apparaît, dans la Grèce de l'Antiquité, vous vous apercevez que si vous prenez en plus to curion au neutre, vous avez là quelque chose qui ne renvoie absolument pas à la souveraineté qui serait détue par un souverain. Par exemple, au chapitre 11 du livre 3 des Politiques d'Aristote, il est question de to curion, mais d'une manière tout à fait particulière, et Aristote se demande littéralement qu'est-ce que doit être le souverain dans la cité, et non pas qui doit être le souverain de la cité, ce qui est un contresens total sur le texte, mais c'est d'autant plus important que curion, dans son esprit, ça désigne les pouvoirs, ceux des pouvoirs, pas un unique centre de décision ou de pouvoir, mais ceux des pouvoirs que le peuple détient, et il est question essentiellement de deux pouvoirs, le pouvoir délibératif, d'une part, et le pouvoir judiciaire, les tribunaux populaires
qui ont en effet un poids très grand sur la vie politique de la cité-État d'Athènes. Et Aristote pose la question comme ça. Les magistrats ont l'arché, c'est-à-dire le pouvoir de commander, mais ne sont absolument pas souverains. Et donc, déjà, le fait de dire comme ça, de présenter en vrac un certain nombre de termes en suggérant que ça signifie exactement la même chose et que ce sont des termes équivalents, ça pose un certain nombre de problèmes. Pour la majestas, même si on a eu tendance, là aussi, rétrospectivement, compte tenu de notre histoire, à considérer que c'était le terme, c'est ce que fait Bodin, donc, qui traduit finalement le mieux notre idée de la souveraineté, on s'aperçoit que les choses ne sont pas si simples. Il y a un article de Yann Thomas auquel je me permets de référer, qui porte sur l'institution de la majestas, qui est un article absolument extraordinaire, dans lequel, justement, Yann Thomas remet en question cette filiation en la considérant comme finalement assez peu crédible et assez peu consistante, et en expliquant que majestas, en fait, chez les latins, ça renvoie toujours à une sorte de rang qu'occupe une institution par rapport à d'autres dans une hiérarchie d'institutions. Et par conséquent, pour comprendre quelque chose à majestas, il faut se référer au comparatif, c'est-à-dire à maior, et certainement pas au superlatif. Donc il ne s'agit pas de quelque chose qui peut être considéré comme étant suprême au sens le plus absolu du terme, il s'agit de quelque chose qui est une grandeur qui doit être relativisée parce qu'elle peut et elle doit entrer en rapport avec d'autres grandeurs qui sont moindres. Donc comparatif et pas superlatif. C'est assez important. C'est assez important parce qu'à partir de là, il est difficile justement de dire finalement la majestas et la souveraineté, telle qu'on a pu la connaître en Occident, c'est exactement la même chose. Mais je vais vite et j'en viens à ce qui me paraît le plus important, c'est-à-dire à la façon dont notre concept moderne de souveraineté s'inscrit dans une filiation où, curieusement, un mot latin a une très grande importance, qui n'apparaît absolument pas sous la plume de Bodin, qui est le mot imperium. Et la souveraineté étatique occidentale doit d'abord être rapportée à cette origine-là, pas une origine sur le plan étymologique, parce qu'entre imperium et souveraintas et le superanus de souveraineté, il y a une différence, mais du point de vue de la filiation politique et conceptuelle. Alors pourquoi ? Parce que imperium désigne un pouvoir de commandement. Et imperium désigne un pouvoir de commandement qui, dans son genre, est absolu et indivisible. Et l'imperium, du point de vue de l'histoire de la République romaine, c'est d'abord et avant tout un pouvoir qui s'attache à certains magistrats, des magistrats dits supérieurs, bon, peu importe en l'occurrence lesquels, mais ce qui est important, c'est qu'il y a certains magistrats supérieurs qui occupent bien sûr une place tout à fait éminente, et ce sont les consuls. Et l'imperium, c'est d'abord et avant tout l'imperium consulaire. Alors l'imperium consulaire, il y a un petit texte remarquable d'André Magdelin, qui a été le maître de Yann Thomas, qui porte sur l'imperium. Ça s'appelle « Recherche sur l'imperium ». Je ne sais pas s'il est difficile à trouver, je crois qu'il est très difficile à trouver, mais c'est un petit texte dans lequel, justement, il est question de ce que signifie l'imperium pour les consuls, et Magdelin fait cette remarque que l'imperium des consuls est la continuation directe de l'imperium des rois de la monarchie étrusque. On a là quelque chose de très important, parce qu'il dit on a les mêmes auspices d'entrée en charge, on a une identité des signes, notamment les fameux faisceaux avec les haches portées par les licteurs, que les Grecs avaient beaucoup de mal à considérer, en tout cas, ils avaient beaucoup de mal à trouver des équivalences pour signifier cela. C'est Polybe qui nous le dit. Et il y a aussi l'origine royale qui est celle du triumphus, c'est-à-dire du triomphe. Voilà, il y a beaucoup de choses, dit Magdelin, qui font que, indéniablement, on peut aller jusqu'à mettre directement en rapport cet imperium consulaire avec l'imperium qui était celui des rois. Et ça donne quand même une certaine idée de ce que signifie l'imperium. Un pouvoir de commandement qui est un pouvoir de châtier, un pouvoir de punir, qui est un pouvoir terrible, parce que même s'il y a deux consuls, il faut éviter de considérer que la dualité de l'imperium consulaire équivaut à une division des pouvoirs. Il n'y a pas de division des pouvoirs du tout. Pas du tout de division des pouvoirs. Donc voilà, l'origine, il faut quand même la restituer, nous permet de comprendre qu'à travers le concept d'imperium, il y a beaucoup de choses qui se jouent. D'autant qu'ensuite, lorsque vous avez l'élaboration juridique qui va succéder à l'avènement de l'Empire, l'imperium va être considéré comme étant justement quelque chose qui est du ressort de la personne même de l'empereur. Le princeps,
sera dit à partir de Septime Sévère, au IIe siècle après Jésus-Christ, il sera dit dominus, ce qui est très important. Vous allez voir pourquoi c'est très important. Enfin, je peux le dire déjà, puis je le repréciserai ensuite, mais dominus, on dit dominus mundi à propos de l'empereur à partir de Septime Sévère. Bon, c'est Caligula qui est le premier, semble-t-il, à reprendre à son compte le titre de dominus. Auguste n'en voulait pas, en considérant que dominus, pour celui qui est en charge d'une fonction publique, c'était quelque chose d'absolument infamant, c'était quasiment une injure. Mais en revanche, plus les choses se précisent ensuite, plus les empereurs se succèdent, et plus au contraire, on a cette espèce de revendication. Alors, l'imperium du princeps qui est en même temps un dominus, et pas n'importe lequel, puisqu'il est le dominus du monde. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui se fixent à partir de là, et qui permettent de comprendre que la souveraineté étatique ait pris une signification très très forte, puisque c'est à partir de là, à partir du Code justinien, élaboré au VIe siècle, que vous avez justement un certain nombre de formules qui vont être léguées à toute notre tradition. Par exemple, la formule selon laquelle le princeps est legibus solutus, c'est-à-dire délier des lois, est une formule qu'on trouve dans le Code justinien. Et les juristes, les canonistes, les civilistes médiévaux, à partir du XIe siècle, à Bologne, vont être amenés à redécouvrir toute cette tradition et à fixer justement ce qu'on pourrait considérer comme étant une dogmatique de la souveraineté. Donc vous voyez qu'il y a en particulier, alors je crois que c'est un juriste italien qui s'appelle Baldo et qui exprime ça d'une façon relativement intéressante. Il dit « celui, il est, qui est le plus haut, supremus, quod est supremus », est en même temps quelqu'un qui ne peut pas, non potest, aberrer, avoir, alium suprasse, quelqu'un d'autre au-dessus de lui. Voilà. Et vous avez là quelque chose de très important à comprendre, parce que à ce moment-là, le superanus, qui signifie donc voilà, le supérieur, celui qui est au-dessus, devient celui qui est supremus, c'est-à-dire celui qui est le plus haut. Alors là, vraiment en un sens extrêmement fort. Et vous voyez à ce moment-là qu'un certain nombre de choses se fixent. Et ce que je voudrais dire, en enchaînant tout de suite, c'est que cette origine-là permet de comprendre que dans l'histoire, ça ne permet pas à soi seul de comprendre, mais ça permet de comprendre, certains éléments en tout cas de cette tradition permettent de comprendre que l'on ait eu affaire à une dogmatique de la souveraineté qui fait de la souveraineté, à sa manière, une propriété. Ce que je voudrais développer, c'est très important pour la réflexion, me semble-t-il, c'est que la souveraineté est elle-même comprise comme une propriété. C'est-à-dire finalement que l'imperium est lui-même compris comme un dominium. Alors, je sais que c'est assez étrange, parce qu'on nous a répété, notamment à propos du droit, que précisément l'État s'était construit en se dissociant du dominium et qu'entre imperium et dominium, il n'y avait strictement aucun rapport. Mais les choses sont en réalité beaucoup plus complexes. Il y a quelqu'un qui s'appelle Max Weber qui, dans un ouvrage sur la sociologie du droit, a montré justement que l'imperium s'était construit, non pas tout de suite en rivalité avec justement le dominium, c'est-à-dire la propriété, mais s'était construit comme une variété ou comme une sorte de dominium. Et il le montre en particulier à propos de l'époque franque, évidemment, et de l'époque carolingienne, et de tout ce qui va suivre. Vous avez une conception qui est assez patrimoniale du pouvoir de commandement politique qui est celui du prince. Voilà. Et ceci me paraît important à rappeler parce qu'il y a une histoire édifiante qu'on nous raconte, enfin moins aujourd'hui, mais qu'on nous a racontée, je me souviens très bien, qui est l'histoire selon laquelle tout de suite la lutte pour la centralisation du pouvoir de la part des monarques absolus se serait faite au nom d'une chose commune située au-delà de la sphère qui est celle de la propriété privée. En réalité, les choses sont beaucoup plus complexes. Elles sont beaucoup plus complexes et on a affaire justement à une sorte d'appui réciproque entre la logique de l'imperium et la logique du dominium, qui fait que les choses vont se décanter assez lentement. Je n'ai pas le temps, on pourra y revenir dans la discussion, d'aborder les différentes étapes ou les différents moments de cette élaboration, mais vous trouvez encore, par exemple, quelqu'un qui s'appelle Loiseau, qui est un juriste au début du XVIIe siècle, qui va changer de position ensuite, mais qui dit dans son texte, son ouvrage s'appelle « Le traité des offices », et il parle justement de l'imperium, et il en parle comme de la forme publique du dominium. Cela est quand même quelque chose d'assez remarquable. Il dit « Le souverain est à la fois parfaitement officier », alors l'officier n'est pas un propriétaire, mais en même temps il est parfaitement seigneur.
il est seigneur à un point tel qu'il possède la pleine propriété de la puissance publique. Tout cela est dit d'une façon littérale, il suffit de consulter en l'occurrence ces textes-là pour s'apercevoir que c'est donc quelque chose qui constitue une solide tradition et que finalement les démarcations vont se faire assez lentement. Mais ce que je voudrais ici à grands traits expliquer, c'est que finalement l'imperium au sens de la monarchie absolue va se constituer comme un type de dominium et pas comme quelque chose de frontalement opposé à tout dominium. Et c'est important, y compris pour comprendre la crise qui est celle de l'État dans les conditions qui sont les nôtres aujourd'hui, mais c'est important historiquement, parce que ça signifie que beaucoup de choses vont se jouer autour de cette question-là. Si vous considérez, alors vous pouvez considérer l'histoire et vous pouvez considérer des considérations purement historiques et des considérations d'ordre théorique sur l'élaboration de ce qu'on a appelé le modèle contractualiste du juste naturalisme, puisque ça intervient précisément au XVIe, XVIIe siècle. Ça prend une importance de plus en plus grande à partir du XVIIe. C'est l'école qui tend à l'emporter et à prévaloir durablement en Occident, celle du droit naturel. Or, justement, ce qui est assez intéressant, c'est que vous trouvez dans cette école du droit naturel des formulations qui ne laissent aucun doute sur ce que Robert de Ratté appelle la source ou l'origine de la souveraineté. Et il fait remarquer que dans cette école du droit naturel, il dit ça vaut pour Pufendorf, ça vaut pour Grotius, ça vaut pour John Locke, ça vaut pour Spinoza, ça vaut pour d'autres auteurs. La source et l'origine de la souveraineté politique est dans l'individu. Pourquoi ? Parce que la plupart de ces auteurs sacrifient à un schéma ou à un modèle en vertu duquel, justement, dans l'état de nature, l'individu est souverain. Il a un droit souverain sur toute chose. Cette formule-là se trouve, par exemple, telle qu'elle dans le traité théologico-politique de Spinoza. Mais c'est assez remarquable. Pufendorf dira qu'il y a des germes de souveraineté dans chaque particulier. Bon, Rousseau parlera de l'indépendance, qui est celle de chaque homme à l'état de nature. Hobbes parlera d'un droit illimité sur toute chose. Bon. Vous avez des formulations comme ça qu'on peut trouver ci ou là dans des textes extrêmement divers, que par ailleurs beaucoup de choses séparent, mais il me paraît qu'il y a là un motif très insistant et très important à saisir. Cette idée que par conséquent, il y a une forme de précédence de la souveraineté politique dans la souveraineté de chaque individu en tant que souveraineté naturelle. Que l'origine, si vous voulez, de la souveraineté politique, c'est la souveraineté naturelle. Alors, chez certains auteurs, alors c'est dit d'une façon qui n'est pas toujours très claire. Par exemple, John Locke, on ne retient que l'idée que la propriété constitue le grand fondement de la propriété dans la propriété de soi. Mais on oublie que chez John Locke, par exemple, vous avez un pouvoir qui est considéré comme étant souverain. Alors, je crois que Locke dit supreme power, pour parler justement de ce pouvoir souverain, c'est le pouvoir législatif. Mais quand on lit le texte du deuxième traité du gouvernement civil, on ne prête pas suffisamment attention au fait que, justement, dans ce traité-là, il est question de l'origine du pouvoir législatif. Vous avez deux pouvoirs fondamentaux, je laisse de côté le pouvoir de la prérogative, mais vous avez deux pouvoirs fondamentaux chez Locke, qui sont le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Et le pouvoir législatif, c'est un pouvoir qui descend, comme dit Locke, qui s'origine directement dans le pouvoir qu'avait chaque individu dans l'état de nature. Le pouvoir de décider tout ce qui était propre à sa propre conservation et à la conservation des autres, c'est-à-dire la conservation du genre humain. Voilà. Et il dit le pouvoir législatif, c'est finalement le pouvoir qui se constitue par la cession ou l'abandon de ce pouvoir naturel qu'avait chaque individu. Bon. Mais je crois que c'est dans le traité théologico-politique de Spinoza qu'on trouve les formulations qui sont les plus pures, et notamment il est question justement du droit souverain sur toute chose. Alors l'expression droit souverain naturel sur toute chose est une expression qui, dans un chapitre clé du traité théologico-politique, permet justement de comprendre la formation de la société. L'individu a dans l'état de nature un droit naturel souverain sur toute chose, et pour comprendre la formation de la société, il n'est que de comprendre comment l'individu est amené à renoncer de manière à transférer, c'est le terme qu'utilise Spinoza, ce droit naturel souverain à la seule société qui finalement recueille, du fait de ce transfert,
le seul droit naturel souverain sur toute chose. C'est la société qui devient le détenteur. Et à ce moment-là, justement, Spinoza dit, c'est comme ça que se constitue le pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir politique, c'est-à-dire l'imperium. Il utilise ce terme-là, auquel chaque individu est tenu d'obéir, soit librement, soit par crainte du dernier supplice, dit-il. Bon. Les choses sont assez clairement posées, donc vous avez deux choses. Vous avez un processus historique assez complexe, et puis d'autre part un processus d'élaboration théorique et intellectuelle, inspiré par le juste naturalisme, qui vient renforcer les éléments de cette construction historique. Alors bien sûr, je passe sur un certain nombre de choses qui mériteraient d'être creusées. Par exemple, Alain Bourreau a fait un livre sur la religion de l'État dans lequel il montre qu'à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe, il y a un tournant vers la souveraineté de l'État et de l'Église qui s'opère. Bon, ce sont des choses qu'on peut discuter, qui sont très intéressantes, mais moi je vais à l'essentiel, je n'ai pas beaucoup de temps, et donc voilà, je vais à l'essentiel, c'est-à-dire à cette construction de la souveraineté étatique, et cette histoire-là ne sera pas interrompue par la Révolution française. Elle ne sera pas interrompue par la Révolution française, parce qu'un certain nombre de gens, d'ailleurs, parmi ceux qui ont joué un rôle politique très important et un rôle intellectuel très important dans le cours de la Révolution française sont des justes naturalistes, donc des gens qui ont lu les textes des justes naturalistes. Vous avez en particulier, alors vous avez une polémique entre Grotius et Barbeyrac, qui sont deux philosophes qui appartiennent à l'école du droit naturel, et à un moment donné, Barbeyrac conteste ce que Grotius accorde, c'est-à-dire l'existence de royaumes patrimoniaux. Il dit non, c'est pas possible, parce qu'il faut considérer que le monarque est toujours simplement un usufruitier. Vous voyez la distinction, décidément, l'usufructus, on va le retrouver partout. C'est un usufruitier, mais qui est le véritable propriétaire de la souveraineté? C'est le peuple. Le peuple est le propriétaire de la souveraineté dont le roi n'est qu'un usufruitier. Voilà, c'est une chose très, très importante, me semble-t-il, à comprendre. Et finalement, avec la Révolution française, on a une sorte de transfert. Alors, vous avez un transfert de sacralité de la couronne à l'État et un transfert de la propriété de la souveraineté à la nation. Il y a un juriste qui explique ça remarquablement, qui est un peu oublié aujourd'hui, qui a joué un rôle tout à fait considérable en France à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, et qui n'est autre que Léon Duguit. Et vous avez un certain nombre de textes de Duguit, en particulier, je vous recommande parce que ça permet de se remettre dans le contexte de l'époque, qui est un contexte assez violent, notamment du point de vue des rapports entre la France et l'Allemagne, mais vous avez des conférences sur la souveraineté prononcées à l'université de Columbia en 1920, que vous pouvez trouver assez facilement sur Internet, et qui explicitent bien l'idée que Duguit se fait de cette espèce de transfert de la propriété à la nation. Et il fait cette remarque, mais on a toujours affaire à un patrimoine. Simplement, c'est le titulaire de ce patrimoine qui change. Avant, c'était le roi. Maintenant, c'est la nation. Mais à tout, comme il le dit, à tout patrimoine, il faut un titulaire. Et il fait remarquer que, par conséquent, on a une certaine forme de construction juridique et politique et intellectuelle de la souveraineté qui n'est pas fondamentalement changée avec la Révolution française. Alors, ceci, petite parenthèse, il faut comprendre, puisque je livre là des éléments d'une recherche en cours, puisque c'est un livre auquel on est en train de travailler avec Christian Laval, un livre sur la souveraineté, l'État-nation, le nationalisme, la cosmopolitique, l'internationalisme et tout ce que vous voudrez, mais un livre dans lequel donc il est question de recherche, et il est frappant de constater que chez quelqu'un, une certaine tradition socialiste s'emparera de cette idée de la nation propriétaire pour penser la nationalisation des moyens de production, comme étant une extension de la souveraineté à la sphère de l'économie. Vous voyez que c'est assez important de repérer donc ces nœuds-là sur le plan conceptuel, parce qu'ils ont eu, me semble-t-il, des conséquences politiques, intellectuelles et culturelles pour nous tout à fait considérables. Voilà, donc je tiens donc à m'arrêter un petit peu sur ce point. On a donc une logique de la souveraineté étatique qui suppose une certaine forme, en effet, d'unicité du centre de décision ou de pouvoir. On a de l'autre une logique plurielle et polymorphe, qui est celle des communs comme pratique sociale. Et il me semble qu'entre ces deux logiques-là, il est assez difficile d'envisager qu'il puisse y avoir une relation parfaitement apaisée. Et il y a eu une relation qui a été très conflictuelle. Vous avez finalement un processus historique où l'absolutisation de la souveraineté étatique va de pair
avec l'absolutisation de la propriété privée. Et donc, en ce sens-là, alors vous avez une solidarité entre ces deux phases d'un même processus historique, et vous avez, me semble-t-il, plus que cela, une homologie qui fait que l'imperium se construit comme une sorte, précisément, de dominium. J'en viens maintenant, donc, à partir de ces remarques qui sont un petit peu généalogiques, au sens en tout cas de Foucault, je ne sais pas dans quelle mesure on pourrait accepter d'autres sens, mais j'en viens donc à ce que l'on pourrait considérer comme étant la logique des communs telle qu'elle est expérimentée aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que il me paraît assez difficile de considérer que les communs qui s'inventent et qui s'expérimentent aujourd'hui sont une pure et simple réplique des communs médiévaux tels qu'ils ont précédé les enclosures, c'est-à-dire tels qu'ils ont précédé cette vague d'appropriation privée qui intervient, qui s'étale sur plusieurs siècles. L'analogie est assez tentante. Elle est souvent faite, elle me semble souvent faite d'une façon très facile, un peu légère, parfois inconsistante. Bon, ça a été bien sûr un des ressorts d'un certain nombre de mouvements politiques et sociaux dans les années 2000, notamment à propos des communs de connaissances, des communs informationnels, puisqu'à ce moment-là, on a volontiers présenté les choses comme si ces communs renouaient avec la tradition qui était celle des communs médiévaux, dans la mesure où finalement les communs contemporains se battaient contre de nouvelles enclosures, et par conséquent il y avait entre les anciens communs et les nouveaux communs une certaine forme de parenté. Bon. Mais l'analogie présentée comme ça me semble assez difficile à soutenir. On peut toujours dire que les droits de brevetage et d'autres droits de propriété intellectuelle relèvent d'une logique d'enclosures, mais il est difficile de dire les communs sont transposables comme ça. C'est un retour. J'aime pas trop d'ailleurs, je le dis de manière assez ouverte et déclarée, j'aime pas trop les ouvrages qui s'appellent Renaissance des communs ou Retour des communs, parce que présenté comme ça, on fait l'impasse sur la différence qui peut exister et qui est pourtant une différence très importante à considérer entre les anciens communs et les communs contemporains. Dans ces communs contemporains, pour aller très très vite, je distinguerai deux sortes de communs. Je distinguerai d'abord des communs que j'appellerai par défaut non coutumiers, qui sont des communs qui s'inventent et s'expérimentent aujourd'hui dans des pays très très différents, avec des traditions culturelles très différentes, souvent, mais pas simplement dans les villes. Beaucoup de ces communs contemporains qui sont non coutumiers, donc, sont des communs urbains, et ça n'est pas non plus quelque chose de tout à fait anodin. Et puis d'autre part, des communs que j'appellerais des communs coutumiers, qui sont ceux des peuples autochtones, et j'expliquerai dans quelle mesure on peut effectuer un rapprochement et dans quelles limites entre ces deux sortes de communs, mais je tiens à faire en sorte que la distinction, dans un premier temps, et je pense même dans un second temps, soit préservée, parce qu'il y a là des logiques qui relèvent en effet de l'usage, de ce qu'on appelle l'usage commun, plutôt que de la propriété, puisqu'il est question justement dans le séminaire de Philippe Descola de l'usage de la terre et l'usage des territoires. Je pense que c'est assez important à faire, comment dirais-je, ressortir cette valorisation de l'usage. Ça, on peut considérer que c'est quelque chose, en effet, qui est commun, j'allais dire, à tous les communs. Mais il y a une façon d'approcher cette question de l'usage dans les communs contemporains qui ne sont pas coutumiers, qui est tout à fait spécifique. Alors, je voudrais simplement et très vite recenser un certain nombre de traits, identifier un certain nombre de traits caractéristiques de ces communs. Le premier trait, d'abord, c'est que ce sont des communs qui correspondent à des espaces institutionnels. Ces espaces institutionnels sont délimités par un certain nombre de règles qui sont coproduites collectivement. Ce sont des règles pratiques qui vont parfois jusque dans le détail, comment faire pour gérer tel ou tel, par exemple, espace. Mais le terme d'institution, je le prends là en un sens, ce n'est pas tout à fait l'acception qui est celle de Castoriadis. Je me souviens qu'avec Philippe Descola, on avait discuté de Castoriadis sur les rives du Bosphore en 2013 et qu'on avait parlé de son concept d'institution. Et c'est un concept effectivement très important, mais j'aurais tendance, moi, à être assez réticent à l'égard de la façon dont Castoriadis tire le concept d'institution vers la création ex nihilo. Je pense que, en fait, l'institution peut se comprendre assez simplement. L'institution, la dimension de l'activité instituante, pas l'institution comme appareil de pouvoir qui pèse sur les individus qui en sont membres, etc., mais l'institution comme activité, la dimension instituante de l'activité, j'aurais tendance à considérer que c'est une activité qui consiste à faire du nouveau à partir de ce qui existe déjà. Voilà. Alors, ce n'est pas une création ex nihilo en ce sens-là, mais instituer, c'est très important, parce que ce n'est pas la création ex nihilo qui serait celle, par exemple, de la volonté souveraine.
qui, d'une façon ponctuelle, par exemple, comme dans l'absolutisme décisionnel de Carl Schmitt, serait amené à instaurer quelque chose d'entièrement nouveau qui serait un peu l'analogue de la création divine. Mais ce n'est pas non plus l'institutionnalisation, au sens où on a tendance à en parler, c'est-à-dire la façon de consacrer après coup un certain nombre de choses qui existent déjà. Bon, alors on peut par exemple dire une coutume a été officialisée, et donc on a reconnu après coup qu'elle existait déjà et on lui donne une validité rétrospective en quelque sorte. Bon, ce n'est pas tout à fait ça. Là, c'est vraiment faire du nouveau, créer quelque chose de nouveau à partir de ce qui existe déjà, c'est-à-dire que l'institution ne peut pas être dissociée de l'institué. L'institué est la condition de possibilité de l'acte instituant. Il faut insister là-dessus. C'est-à-dire que l'institution comme acte ou comme geste ne peut jamais faire abstraction de cette dimension de l'institué. Et nous ne cédons jamais, avec Christian, à une sorte de tentation qui serait celle du romantisme de l'instituant. Voilà. Je ne dis pas qu'on la trouve chez Castoriadis. Je dis simplement que nous ne cédons absolument pas à cette tentation, dans la mesure où nous considérons que, au nombre de ces conditions, il y a en particulier l'appartenance à une certaine culture ou à une certaine communauté qui peut être extrêmement variable. Mais l'institution consiste, c'est ça, à faire du neuf à partir de l'ancien, ça consiste à transformer l'institué. Et la transformation de l'institué, ce n'est pas une création ex nihilo. Donc j'insiste là-dessus, même si je cède un peu au jargon philosophique, mais c'est pour indiquer que dans la plupart des communs, et notamment des communs urbains qui s'expérimentent aujourd'hui, vous avez cette dimension de l'instituant, voilà, avec les règles, avec l'espace institutionnel. Le deuxième trait, je dirais, c'est qu'il s'agit le plus souvent de lieux qui n'ont pas la dimension de territoire continu. Je parle des communs urbains, donc des communs pour l'essentiel urbains qui s'expérimentent dans différents pays. Alors des lieux, mais pas des territoires, des lieux qui peuvent être plus ou moins grands, mais en tout cas un espace physique. L'espace physique étant délimité, du point de vue de son périmètre, par les règles institutionnelles. C'est-à-dire que finalement, c'est un certain espace physique qui est consacré comme espace institutionnel du fait de l'activité instituante. Alors ça vaut pour des lieux très divers, ça peut être un édifice public, qui se trouve investi et occupé par un certain nombre d'acteurs de la culture. Ça peut être vraiment des expérimentations revêtant des formes très, très différentes. En Italie, vous avez une très grande tradition d'occupation de centres sociaux autogérés qui échappent à la mainmise administrative, j'y reviendrai, c'est assez important, de certaines municipalités ou de l'État, a fortiori. Mais vous avez une expérimentation des communs qui va assez loin dans cette direction-là. Ce qui veut dire, et c'est peut-être la troisième caractéristique ou le troisième trait qu'il faut mettre en évidence, qu'on a affaire à des communs qui sont locaux, situés, mais ce ne sont pas des communs qui sont fermés. Donc, pour la plupart de ceux, en tout cas que je connais, directement ou de manière livresque, il n'y a pas cette espèce de clôture ou de fermeture. C'est-à-dire que ce sont des communautés. Alors dans le domaine du droit et de la philosophie du droit, on parle souvent de communautés de référence. Quand on parle de communautés de référence, ce sont des communautés de référence qui sont ouvertes, dont les contours et les limites sont assez fluides et qui peuvent varier d'une façon très très forte. Alors vous avez des gens qui essaient de, comment dirais-je, de codifier ça, mais ça ne signifie pas qu'il y ait une hiérarchie des droits. Par exemple, l'Asilo Filangieri, qui est un bâtiment privé, une sorte de palais du XVIIe occupé dans le centre de Naples, les gens, les acteurs qui l'occupent, les acteurs de la culture, ont créé une différenciation entre les hôtes, les habitants et les bénéficiaires. Mais ça ne veut pas dire que les bénéficiaires ont moins de droits que les habitants. Mais c'est une façon de différencier qui m'apparaît d'ailleurs assez intéressante pour sortir de ce mythe de l'Assemblée souveraine qui se réunit quotidiennement pour décider de tout, parce que les communs, en fait, l'expérimentation des communs, c'est pas ça. Justement, ça n'est pas ça, du tout. Et quatrième caractéristique, me semble-t-il, c'est la prévalence de la logique de l'usage. C'est-à-dire que c'est l'usage plus que la propriété qui importe. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire du commun sous le couvert de formes juridiques qui relèvent de la propriété privée. Il y a même pour un théâtre à Rome, qui est un des plus vieux théâtres de Rome, une fondation de droit privé qui s'est constituée et qui a prévalu pendant les 2 ans et demi qu'a duré l'occupation, avec le conseil d'un certain nombre de juristes, Ugo Mattei et d'autres. Bon. Mais ça me paraît assez important de considérer ça,
c'est-à-dire de considérer que c'est l'usage dans un sens qui, en dépit de ce que dit Agamben, n'a strictement rien à voir avec le franciscanisme du XIIIe et du XIVe siècle. Si vous lisez De la très haute pauvreté, par exemple, d'Agamben, il y a une sorte de généalogie très fantaisiste où il fait dire à François et puis aux franciscains des choses en fait qu'ils ne disent pas. Il y a un ouvrage d'ailleurs de Giacomo Todeschini qui est remarquable, qui s'appelle Richesse franciscaine, dans lequel il montre que finalement pour les franciscains les choses étaient assez simples. Il s'agissait d'avantager la circulation des marchandises et des richesses plutôt que la thésaurisation. Donc on est très loin de l'idée d'un usage non appropriant du monde tel qu'elle se trouve défendue par Agamben dans son livre sur la très haute pauvreté. Voilà, je le dis comme ça, en passant, non pas parce que ça fait du bien, mais parce qu'il faut, me semble-t-il, remettre les choses à leur place, à leur juste place. Donc vous avez cette caractéristique-là, et vous avez, me semble-t-il, une autre caractéristique, la dernière, qui vient s'ajouter à toutes celles que j'ai énumérées, qui est l'aspiration, l'exigence même d'une démocratie au sens le plus égalitaire du terme. C'est-à-dire que dans ces communs, ce qui tend à prévaloir, c'est ce que j'appellerais, d'une formule un peu aristotélicienne, l'égalité dans le prendre part. L'égalité dans le prendre part, c'est-à-dire qu'on refuse qu'une petite minorité s'octroie justement le pouvoir de représenter la totalité. Et en ce sens-là, l'aspiration à une démocratie égalitaire est souvent une aspiration qui entre en contradiction avec les piliers ou les fondements de ce qu'on appelle la démocratie représentative. J'y reviendrai. Bon. Mais ce que je voudrais dire en forme de conclusion concernant ces communs-là, c'est qu'on a indubitablement affaire à quelque chose d'assez original, parce qu'on s'aperçoit que si on parle des communs au pluriel, on retrouve dans une certaine mesure cette espèce de logique qui est non centrée, plurielle, radicalement plurielle ou pluraliste et non centrée. Et dans la mesure où les communs, ce ne sont pas des choses, les communs ne sont pas réductibles à des choses, les communs, bien sûr, ne sont pas non plus réductibles à des personnes ou à des sujets qui seraient titulaires d'un certain nombre de droits sur des choses. Les communs sont constitués en fait par le lien vivant qui existe entre une chose, une réalité, un lieu, un édifice, public ou privé, peu importe, et d'autre part, le collectif qui a pour caractéristique de le prendre en charge afin de veiller sur lui, afin de le préserver, afin justement de le faire vivre. Voilà, il y a dans cette notion du commun comme lien vivant entre des choses, des lieux, des réalités qui peuvent être naturelles ou artificielles, pour reprendre les termes qu'on a l'habitude d'utiliser, et puis d'autre part, l'activité d'un collectif qui en prend soin. Il y a quelque chose là qui me semble extrêmement prometteur et qui peut ouvrir de nouvelles pistes, et qui ouvre déjà de nouvelles pistes, notamment en matière de droit et de philosophie du droit. Les gens qui sont parmi les plus actifs en Italie, dans ce domaine-là, ce sont des gens qui sont des juristes ou des philosophes du droit, comme mon ami Paolo Napoli, qui est un des spécialistes de ces questions-là, et qui met l'accent justement sur la relation, sur le caractère relationnel du commun, qui ne doit pas être décomposé en un pôle sujet et un pôle objet, mais qui doit valoir à titre de lien vivant, de telle manière que c'est la relation qui a le plus d'importance, et pas les pôles de la relation. Finalement, les pôles n'ont d'importance que secondaire, dans la mesure où s'il y a un sujet collectif ou un collectif, il est constitué par l'obligation qui est définie par l'existence même du commun. C'est le commun comme relation qui oblige, et pas un sujet qui aurait, par exemple, tel ou tel droit avant, qui entrerait en relation avec d'autres sujets en leur disant est-ce qu'on ne pourrait pas créer ou fonder un commun? Voilà. Non, c'est le commun comme lien qui oblige en tant que tel. Voilà quelque chose qui me paraît assez prometteur dans la mesure où ça permet d'enjamber, en tout cas de passer par-dessus. Alors, c'est peut-être aller au-delà ou c'est peut-être rester en deçà, on pourra en discuter. La distinction et la polarité sujet-objet, dont on sait que dans notre droit, elle a particulièrement, elle a exercé une espèce de tyrannie intellectuelle. Voilà pour ces communs contemporains qui ne sont pas des communs coutumiers. J'en viens maintenant, dans les limites bien sûr de mes compétences, à ces communs coutumiers, et je prendrai pour point d'appui justement ce que l'on a réalisé dans le cadre des Nations Unies, dans le domaine du droit international, parce que ce sont des communs coutumiers qui ne sont pas restés exactement dans l'état où ils étaient avant la colonisation. Ce sont des communs qui ont été saisis par des logiques étrangères, exogènes, comme on dirait,
à savoir des logiques, bien sûr, d'exploitation et de pillage de leurs ressources, d'appropriation privée ou étatique de leurs ressources, et puis des logiques, d'un autre côté, qui sont des logiques de droit, qui sont des logiques qui sont celles des droits de l'homme et des peuples. Voilà. Et c'est sur cette logique-là que je voudrais insister, qui m'apparaît vraiment très importante, la façon dont les peuples autochtones sont entrés dans l'arène du droit international, à travers, bien sûr, une forme de reconnaissance et de consécration, qui est la fameuse déclaration des peuples autochtones de 2007, mais qui a été précédée en amont par tout un travail juridique, et il me semble très important de l'indiquer, travail juridique qui a été mené avec la participation directe et les contributions directes des délégués de ces peuples autochtones. Donc 2007, c'est important, mais c'est quelque chose qui représente un point d'aboutissement d'une trajectoire qui a pris quelque chose comme 20 années au moins, hein, puisque vous avez quelque chose d'important, c'est la fameuse convention numéro 169 qui a été donc élaborée en 1989. Vous avez un rapport général dont je vais parler sur la souveraineté permanente des peuples autochtones sur leurs ressources naturelles qui date de 2004, et vous avez donc enfin la fameuse déclaration des droits des peuples autochtones qui date de 2007. Cette déclaration, vous savez très bien qu'en termes de droit international, une déclaration n'est pas un instrument juridique contraignant, en tout cas pas aussi contraignant que l'est une convention. Mais c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'États qui ont signé la déclaration de 2007 et très peu d'États qui ont signé la convention numéro 169, de ce qu'il était convenu d'appeler encore les peuples tribaux et indigènes à l'époque. Mais les choses ont changé, justement, depuis, et il me paraît intéressant d'analyser cette transformation. J'ai en tête un texte d'Irène Bélier qui porte justement sur les droits des peuples autochtones, une introduction qu'elle a écrite à un livre collectif qui porte sur les enjeux de la reconnaissance des droits des peuples autochtones, dans lequel elle explique que cette transformation-là est décisive du point de vue de sa portée politique et culturelle, dans la mesure où ça signifie la transformation des victimes en acteurs. Voilà. Et ça, en effet, ça me semble très important à souligner. Mais la Convention 169, elle a un mérite, d'abord c'est d'exister, et puis ensuite de mettre les États devant leurs responsabilités. Il y a très peu d'États qui ont souscrit, qui ont ratifié cette déclaration, en particulier, ce ne fut pas le cas, et ce n'est toujours pas le cas de la France. Et dernièrement, vous avez peut-être entendu parler de ça, il y a une sorte d'avis public qui a été rendu par la Commission des droits de l'homme, et cet avis public invite la France à ratifier la Convention 169, et dedans, bien sûr, dans cette convention, il est question, bon, c'est une manière de dire, il y a quand même des autochtones dans le cadre justement de l'État français, il y a en particulier les Kanaks de Nouvelle-Calédonie, et il y a les Amérindiens de Guyane. Mais justement, c'est la raison pour laquelle l'État français n'a pas jugé de bon de ratifier la Convention 169, alors qu'il a jugé bon, parce que ça l'obligeait beaucoup moins, de ratifier ou de signer la Déclaration des peuples autochtones. Et vous avez un représentant de la Guyane qui pose la question au ministère des Affaires étrangères, question écrite, en 2013, et qui demande « Mais quelle est la raison pour laquelle, justement, la France n'a toujours pas ratifié la Convention 169 ?» Réponse en 2013 du ministre des Affaires étrangères de l'époque. Cette réponse est édifiante, elle se passe de commentaires. Il parle de la Convention et il dit « Cet instrument reconnaît des droits collectifs à des peuples qui sont incompatibles avec les principes d'égalité qui sont ceux de notre République. » C'est dit d'une manière extrêmement claire. Mais là, vous voyez que c'est l'État unitaire et centralisé, c'est la République une et indivisible. Péguy appelait ça notre royaume de France, bon, mais manifestement ça continue à être pour certains notre royaume de France. Mais je crois que ce qui est important, c'est de comprendre que vous avez là une démarche qui est tout à fait importante, tout à fait nouvelle, qui n'est pas simplement, bien sûr elle a une immense portée symbolique, mais elle a une portée, il faut le dire ici, qui est politique. Elle a une portée qui est politique. Parce que ça signifie à ce moment-là que c'est le terme de peuple qui entre en scène, qui est admis à l'intérieur du droit international pour qualifier des groupes qui vivent à l'intérieur de certains États. Et c'est la raison pour laquelle les peuples autochtones et leurs délégués ont insisté pour que le terme de peuple soit utilisé d'une façon tout à fait explicite. Vous avez eu en 1993 des manifestations de délégués autochtones pour le S. Pour le S, parce qu'en anglais, on dit bien sûr people et peoples, et ils voulaient que ce soit le S, parce qu'ils voulaient que ce soit le peuple
au sens du droit international, c'est-à-dire le peuple au sens où on lui reconnaît un droit à l'autodétermination, tel qu'il peut exister, par exemple, dans les régimes démocratiques. Et vous avez eu toute une insistance pour que, précisément, ce soit ce terme-là qui soit retenu. Ça n'est pas neutre du tout. Parce que si vous faites abstraction du S, vous allez dire se battre pour un S, ça semble quelque chose d'assez dérisoire, mais si vous faites abstraction du S, vous avez la différence qu'on pourrait, par exemple, exprimer en français entre population et peuple. Alors, ce n'est pas du tout la même chose d'être considéré comme une population autochtone que d'être considéré comme un peuple autochtone. Et vous avez un chef mapuche, je crois, qui dit à Irène Bélier, bon, peu importe qu'on nous appelle indigènes ou autochtones, mais nous ne sommes pas une ethnie, nous sommes un peuple. Et nous tenons précisément à être considérés juridiquement comme étant un peuple. Voilà. Ça me paraît extrêmement important, parce qu'à partir de là, vous avez un certain nombre de répercussions dans le domaine du droit international qui sont vraiment fondamentales. Et c'est la première fois, à propos de l'adoption de la déclaration de 2007, quelqu'un a noté que c'est la première fois que des acteurs non étatiques dans l'enceinte des Nations Unies étaient admis à participer au processus de délibération, de prise de décision et de rédaction de la déclaration elle-même. Voilà pourquoi l'expression d'Irène Bélier sur la transformation des victimes en acteurs me semble être vraiment très très pertinente. Alors vous avez là quelque chose de très important qui joue, parce qu'on peut estimer, sans craindre l'excès rhétorique, que ce qui se construit là, c'est quelque chose comme un commun transnational. Vous avez des peuples autochtones, ça concerne 400 millions de personnes de par le monde, réparties entre 90 États. Vous voyez que c'est quand même assez considérable. Donc c'est quelque chose d'assez important qui se joue. Et donc dans cette mesure-là, il me semble vraiment essentiel de relever le pas en avant symbolique, juridique et politique que ça représente. La question est de savoir, est-ce que cela suffit? Je mets un peu les pieds dans le plat. Je veux dire par là, est-ce qu'il suffit de dire, voilà, on reconnaît maintenant donc, le statut de peuple à part entière, donc on reconnaît le droit à l'autodétermination, donc c'est le principe classique de l'autodétermination qui trouve à s'appliquer, principe dont on peut rappeler qu'il doit son origine à un tout autre contexte, puisque au départ, c'était le fameux principe de la libre disposition des peuples, le principe proclamé par Wilson, qui est à la base de la naissance de la SDN, c'est 1918-1920. Donc vous voyez que c'est après la Première Guerre mondiale, mais il n'y a pas de raison pour considérer en effet que ce principe doit pouvoir s'appliquer à des peuples qui sont reconnus comme étant autochtones. La question, encore une fois, est de savoir est-ce que cela suffit et dans quelle mesure est-ce que l'on peut faire l'économie d'une réélaboration du concept de souveraineté. Voilà. Parce que finalement, il y a une tentation dont je comprends très bien qu'elle soit forte, qui consiste dans le langage du droit international à introduire la notion de souveraineté en prenant soin de ne pas, de désamorcer la charge explosive que contient le mot de souveraineté, c'est-à-dire en faisant en sorte que la souveraineté reconnue au peuple autochtone puisse être conciliée avec la souveraineté qui est reconnue aux États. Seulement voilà, les documents montrent que les choses ne sont pas simples, contrairement aux velléités diplomatiques parfaitement louables qui animent un certain nombre de personnes. Et je considérerais justement le texte, le fameux texte sur la déclaration, donc, enfin c'est pas une déclaration, c'est un rapport général d'une commission des Nations Unies qui est relative donc à cette question-là, la souveraineté permanente des peuples autochtones sur leurs ressources naturelles. Voilà, c'est comme ça que les choses sont dites. Alors, souveraineté permanente, ça renvoie au contexte. Souveraineté permanente sur les ressources naturelles, ça renvoie au contexte de la décolonisation. C'est une revendication qui a été portée d'abord à l'époque de la décolonisation, mais c'est une revendication qui était portée par de nouveaux États indépendants ou par des peuples colonisés qui se battaient précisément pour l'indépendance. Donc, ça avait une signification politique assez explosive dans la mesure où ça signifiait peu ou prou la revendication d'un droit non seulement au contrôle, mais finalement à l'indépendance et à la sécession dans l'esprit de beaucoup. Et justement, quand on lit, on prend connaissance de ce rapport, quand on fait attention aux termes du rapport, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre d'articles qui manifestent un certain embarras. Il est dit notamment dans le préambule, l'introduction, le chapeau introductif de ce rapport sur la souveraineté permanente des peuples autochtones sur leurs ressources naturelles.
il est dit que ça ne doit pas introduire l'idée que la souveraineté des peuples autochtones serait de même rang que la souveraineté des États sur le territoire qu'ils contrôlent. Comme s'il y avait une volonté finalement de hiérarchiser et de dire attention, souveraineté ne doit pas s'entendre au sens de souveraineté qui est celle généralement attribuée et reconnue à un État. Donc finalement, il y a une souveraineté des peuples autochtones à l'intérieur des États, et il y a une souveraineté des États, et ces deux souverainetés ne se situent pas sur le même plan, de telle manière qu'on peut accepter de reconnaître la souveraineté des peuples autochtones sur leurs ressources naturelles sans pour autant que cela remette en cause ou amoindrisse en quoi que ce soit la souveraineté des États. Voilà. Alors c'est quelque chose de très important qui se joue. À un moment donné, la rapporteuse dit finalement l'important, ce n'est pas le mot, mais c'est de s'entendre sur la façon dont on peut utiliser les mots. Bon. Et finalement, la fixation d'une signification précise au mot de souveraineté, ce n'est pas quelque chose de très important. Et de fait, le fait que ça existe dans ce document-là a été utilisé comme point d'appui juridique par un certain nombre de peuples autochtones, et c'est une très bonne chose. Et ce n'est pas du tout ça que je suis en train de remettre en cause. Ce que je suis en train de problématiser, c'est la possibilité ou l'impossibilité ou l'avantage qu'il y aurait à ne pas contourner la nécessaire réélaboration du concept de souveraineté, tel que ce concept a été élaboré, j'en ai rappelé les grandes lignes, dans l'histoire de l'Occident, qui est encore et toujours la nôtre. Et je crois qu'il est difficile d'éluder cette question-là. Je crois qu'on ne le peut pas. Je crois que ce qui se passe aujourd'hui dans un certain nombre de pays, alors qu'il s'agisse du mouvement par lequel les Sioux du Dakota du Nord s'opposent à la construction d'un oléoduc de pétrole de schiste qui doit amener justement ce pétrole de schiste du Nord Dakota jusqu'à l'est des États-Unis. Je crois que la façon dont ce mouvement-là se construit, depuis des mois, sous Obama, avant même que Trump n'arrive à la présidence des États-Unis, la façon dont les choses se passent dans un coin, une région, un parc d'ailleurs naturel de l'Équateur, avec des conflits aussi extrêmement violents, puisque le gouvernement de Correa n'a pas hésité à faire donner l'armée directement pour mener une guerre contre certains Indiens qui tâchaient de se protéger contre l'intrusion d'une société chinoise d'extraction minière. Donc on trouve des conflits de ce genre aujourd'hui dans des parties du monde très différentes, mais ce qui m'apparaît important, c'est que ces conflits mettent à jour quelque chose de beaucoup plus profond, qui est justement une conflictualité de droit. Conflictualité de droit entre deux souverainetés. Et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si on parle exactement de la même souveraineté. Est-ce que le concept de souveraineté est un concept univoque ? Est-ce que lorsque les peuples autochtones réclament, revendiquent la souveraineté permanente sur leurs ressources naturelles, ils entendent par souveraineté exactement la même chose? Est-ce qu'on doit entendre finalement aussi, pourquoi pas ne pas poser la question à ce niveau-là, est-ce qu'on doit entendre exactement la même chose? Est-ce qu'il y aurait finalement un sens faible et un sens fort de la souveraineté, comme tend à le suggérer entre les lignes le rapport général qui est celui de 2004, auquel je fais référence, puisque on nous dit attention, souveraineté ça veut dire autorité, mais il y a deux sortes d'autorité. Il y a l'autorité de l'État qui est indépendant et il y a l'autorité de ceux qui vivent à l'intérieur des États. Et ce ne sont pas des autorités de même niveau, et c'est la raison pour laquelle on peut les rendre compatibles. Mais cette espèce de hiérarchisation des niveaux de souveraineté, encore une fois, me paraît faire l'économie de ce qui constitue à mes yeux une tâche incontournable, qui est encore une fois la refonte ou la réélaboration du concept même de souveraineté, tel que nous en avons hérité. Et je crois qu'il faut en effet aller jusqu'au bout. Les conflits dont j'ai parlé nous montrent qu'il est difficile de se tenir comme ça, exactement sur la frontière, c'est le cas de le dire, entre ces deux types de souveraineté sans clarifier les choses. Et à cet égard, je crois qu'il faut poser justement le problème à l'échelle d'une cosmopolitique des communs. Je n'ai pas parlé de cosmopolitisme, je vais très rapidement dire en deux mots
en quoi consiste la différence entre cosmopolitisme et cosmopolitique, mais justement, je m'attache, moi, à cette cosmopolitique des communs. Et donc, il faut, en effet, réélaborer cette notion de souveraineté de telle manière qu'elle puisse servir de pierre angulaire à la construction d'une cosmopolitique des communs. Je dis donc ce qui est encore un programme de travail, hein, mais il vaut mieux s'encourager soi-même et s'exhorter à aller jusqu'au bout de cette manière-là, même si c'est un peu artificiel, mais je crois que c'est assez important. Et là, en l'occurrence, cosmopolitisme et cosmopolitique. Cosmopolitisme, vous savez, je crois qu'il y a trois grandes acceptions. Il y a une acception que j'appellerais idéale ou juridique, parce qu'elle se fait en termes de devoir-être. Je pense à Kant, notamment. Cosmopolitisme, donc le droit public cosmopolitique, chez Kant, ça constitue un niveau du droit public. Vous avez le droit public interne, le droit public qui est le jus gentium, droit public international ou interétatique, et puis vous avez le droit cosmopolitique. Et chez Kant, vous trouvez dans la doctrine du droit une référence, enfin une précision concernant ce droit cosmopolitique. Ce n'est pas un droit de citoyenneté politique, du tout. Du tout. C'est un droit de visite qui est destiné à favoriser les échanges commerciaux. Et ce droit de visite destiné à favoriser les échanges commerciaux est déduit d'une façon assez difficile pour moi à admettre. Il est déduit de la rotondité de la Terre, c'est-à-dire de la forme sphérique qui est celle de la Terre. Bon, ça, c'est ce que vous trouvez dans la doctrine du droit. Et puis, il y a un cosmopolitisme, je dirais, qui est très à la mode aujourd'hui, qui est un cosmopolitisme factuel. C'est celui de certains sociologues. Je ne mentionne que le nom de Ulrich Beck, qui est un sociologue qui parle beaucoup de ce cosmopolitisme factuel. Factuel, il veut dire tout simplement qu'il y a une internationalisation des échanges, des cultures, une hybridation, et que par conséquent, on peut à partir de là comprendre aussi bien le goût pour les voyages que le sentiment qu'on a de la perte de l'identité culturelle avec la mondialisation. Donc c'est un concept qui me semble assez fourre-tout, mais vous voyez bien la différence avec le premier. Ce n'est pas du devoir-être, ce n'est pas l'affirmation d'un devoir-être, c'est l'affirmation d'une réalité, sociologiquement comprise et interprétée, mais ça n'est que ça. Et puis, vous avez un cosmopolitisme. Alors, c'est un auteur que j'ai découvert avec Christian assez récemment, que j'appellerais normatif et institutionnel, qui est un auteur assez oublié, assez méconnu, qui est Karl Rahner, qui est un social-démocrate autrichien, austro-marxiste, sans doute disciple de Otto Bauer et d'autres, et qui a imaginé, alors il a écrit un livre en 1937, qui s'appelle « La nation, mythe et réalité ». Enfin, en tout cas, c'est sous ce titre-là que ça a été traduit en français. Et il a l'expérience de la SDN. Au début, il a énormément, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, d'espoir dans la construction de la SDN. Et puis, il se dit qu'il y a un vice rédhibitoire dans la construction de la SDN. C'est le fait que seuls les États soient admis à siéger au Conseil. Je répète pour que vous mesuriez la portée de sa réflexion. Ce qui est donc pour lui un vice rédhibitoire, c'est le fait que seuls les États et leurs représentants soient admis à siéger au Conseil. Il dit on aura vraiment une communauté juridique internationale, plutôt mondiale, qu'à partir du moment où les gens de la culture seront admis à siéger au Conseil au lieu d'être relégués, par exemple à l'UNESCO. Que le jour où les représentants du capital et du travail seront admis à siéger au Conseil, au lieu d'être relégués dans un bureau parallèle, dans une sorte de succursale de moindre importance. On aura véritablement une communauté juridique internationale qu'à partir du moment où donc on fera en sorte que les représentants des intérêts partiels des peuples soient pris en compte de telle manière que leurs représentants soient admis à siéger au Conseil. Et il propose, alors c'est une utopie, il appelle ça l'écuméné institutionnel. Vous savez que écuméné, ça vient d'un mot grec, dans lequel il y a l'oikos, et l'oikouméné, et gay, qui est supposé, gay oikouméné, c'est-à-dire la terre habitée, la terre qui est le lieu de notre séjour et de notre habitation. Et il envisage comme ça une écuménée institutionnelle. Donc vous voyez que c'est un cosmopolitisme qui m'apparaît très différent déjà des deux autres. Mais la question que je voudrais poser, c'est la question de la représentation et des limites de la représentation.
dans la mesure où Karl Rahner fait cette proposition en 1937, bon, il s'attend déjà à ce que ça ne soit pas, bon, plus 1937, bon, il s'attend à ce que ce ne soit pas mis en œuvre à l'échelle internationale. Mais il a été ensuite un des premiers présidents de la République d'Autriche après 1945. Il pense que ça mérite d'être posé à titre de pierre d'attente d'un droit international à venir. Et il s'interroge sur la façon dont ceci pourrait être finalement mis en œuvre. Et il se demande s'il n'y aurait pas lieu d'admettre une seconde chambre, une chambre des représentants des peuples, à côté de la chambre des représentants des États. Ce qui est fâcheux, c'est qu'en fait, les représentants des États agissent comme s'ils avaient... Enfin, ils agissent, c'est pas comme s'ils avaient, ils agissent comme comment dirais-je, détenteurs d'un mandat impératif qui leur est confié par leur gouvernement. Et donc, ils ne sont absolument pas libres de prendre des décisions au terme d'un processus de délibération dans lequel ils pourraient espérer élargir leur horizon, leur propre vue, etc. Tout ceci est rendu totalement impossible. Donc, il envisage comme ça de contourner l'obstacle par une seconde chambre de représentants, tout en s'avouant à lui-même que ça lui semble assez difficile à mettre en pratique. Mais il me paraît qu'on touche là à une question fondamentale qui est la question de la représentation, dont je vais dire quelques mots très rapidement. Mais la question de la représentation est une question qui, en philosophie politique, est une question tout à fait cruciale. Parce que on parle souvent de représentants et on mêle souvent deux sens qui me paraissent devoir être disjoints. Vous savez que la représentation, ça signifie tout à la fois une présentation sensible et puis en même temps une substitution ou un remplacement. C'est-à-dire le fait que le représentant parle et agisse à la place de ceux qui, justement, sont privés du droit d'agir et de parler en leur nom propre. Vous avez donc, dans cette notion de représentation, quelque chose de complexe. Par exemple, j'ai, pour ma part, beaucoup apprécié le livre de Bruno Latour, Face à Gaïa, mais j'estime que quand on arrive à la 8e conférence, il y a une difficulté concernant la façon dont il fait référence à Hobbes, au Léviathan de Hobbes, sur cette notion de la représentation. Puisque, si je me souviens bien du passage dans lequel il est question de sortir de l'état de nature pour affronter la conflictualité entre les territoires, Bruno Latour parle justement de Hobbes et fait une référence au Léviathan. Pour ceux qui sont intéressés par ce passage-là, il s'agit du chapitre 16, qui, à mes yeux, constitue la clé de voûte de toute la philosophie politique de Hobbes, au-delà de ce seul chapitre. Ça fait 6 pages à peine, mais c'est extrêmement dense. Et je pense, au-delà, en dépit de ce que certains disent sur le méchant Hobbes, responsable du totalitarisme, etc., je pense qu'il y a là la clé de voûte d'une bonne partie de la philosophie politique en Occident jusqu'à maintenant inclus. Or, c'est un chapitre dans lequel Hobbes est amené à prendre le mot de personne en un sens tout à fait précis. Il y a la personne naturelle, mais il y a aussi persona, c'est l'acteur. Et cet acteur-là, c'est un acteur qui peut se produire sur la scène d'un théâtre, mais c'est aussi un acteur qui peut se produire dans la vie courante, et c'est un acteur qui peut se produire dans les relations, et qui doit se produire dans les relations politiques publiques, parce que, dit-il, il y a une relation très forte entre ceux qui sont représentés et le représentant. Le représentant est l'acteur. Les représentés sont les auteurs. Il faut faire très attention à la fixation de cette terminologie, parce que ça donne à la notion de représentation politique une signification extrêmement lourde. Et je pense qu'il est malhabile de faire référence à ce passage précis de Hobbes quand on est amené à s'interroger sur la représentation politique des territoires en lutte, comme le fait très justement Bruno Latour, dans la mesure où c'est un concept qui est piégeant. Et je pense qu'on ne peut pas recourir au concept qui est celui de la représentation du chapitre 16 du Léviathan de Hobbes si on veut essayer d'ouvrir la voie à la représentation, en un sens tout à fait différent, des territoires en lutte par un certain nombre de collectifs. Alors, ça me paraît important parce que si vous regardez de près le texte de Hobbes, finalement, le représentant, c'est l'acteur, mais c'est en même temps le souverain. Dans le contrat de Hobbes, c'est le représentant qui est l'acteur, qui est autorisé par les auteurs qui sont les représentés. Mais le pouvoir appartient aux représentants. Le pouvoir n'appartient plus du tout aux représentés. De telle sorte que les représentés
n'ont qu'une seule chose à faire, c'est considérer que tous les actes et toutes les paroles du représentant doivent être reconnus par eux comme étant leurs paroles et leurs actions. Parce que le contrat est tel que, justement, il installe le représentant acteur en position de souveraineté. Et donc je pense que vraiment c'est un concept qui ne peut pas du tout être utilisé pour penser la construction de quelque chose comme une cosmopolitique des communs. Je crois que ce que Hobbes met bien en évidence, c'est le lien, la relation très forte entre représentation ainsi comprise et souveraineté. C'est lui qui met en évidence que dans cette construction de la représentation politique, c'est le représentant qui est souverain. Il est d'autant plus souverain qu'il ne participe pas au contrat. Je vous rappelle que dans le contrat de Hobbes, précisément, il est hors contrat. Voilà. Donc, il me faut, à cet égard, considérer que la notion de représentation doit être dissociée du point de vue de ces deux significations. Que le rendre visible ne doit pas être, si je puis dire, cumulé avec la substitution. Que la figure ne doit pas être en même temps un représentant au sens d'un substitut. Donc il faut étudier, me semble-t-il, d'autres mécanismes à cet égard. Et je finirai en indiquant que cette cosmopolitique des communs présuppose une réélaboration du concept de souveraineté. Et je me propose simplement, en guise de conclusion, de donner quelques lignes concernant cet effort de conceptualisation. Alors il se trouve que avec Christian, depuis 2014, nous voyageons beaucoup. Et donc, nous entrons en contact avec des sociétés, bien sûr, mais qui ont des traditions différentes et qui sont traversées, souvent, par des traditions culturelles conflictuelles. Je prends le cas du Québec, puisque je m'y suis rendu à 2 reprises et que je dois y retourner début mai. Et je crois que c'est assez important. Il y a un texte, un entretien d'un sociologue et juriste Innu, donc spécialiste du droit coutumier Innu. Je rappelle que les Inuits, ce n'est pas les Inuits, donc c'est plutôt de l'autre côté par rapport à la Fédération canadienne. Et il s'appelle Pierrot Ross-Tremblay. Pierrot Ross-Tremblay, et dans un entretien, il est amené à essayer de faire, enfin il m'apparaît, moi j'ai été complètement conquis et séduit lorsque j'ai lu l'entretien pour la première fois, il essaie de faire ce que je dis qu'il faut faire. Mais ce qui est très bien, c'est que lui, il le fait, et sans m'avoir bien sûr attendu. C'est une redéfinition ou une reconceptualisation de la souveraineté. Et le titre de l'entretien s'appelle, dans la revue québécoise Liberté, « La souveraineté comme responsabilité ». Et il dit qu'il existait, il existe toujours, un terme pour signifier en langue Innu la souveraineté. Tipeni Tamu, je crois, il utilise ce terme-là, et il dit que ça signifie approximativement responsabilité. Mais, justement, c'est une souveraineté, ajoute-t-il, qui est très différente de la souveraineté à l'occidentale. Parce que c'est une souveraineté qui met l'accent sur la responsabilité ou l'obligation, qui découle du fait que l'on vit dans un territoire, que l'on vit d'un territoire, mais que justement, on n'a pas à vivre aux dépens de ce territoire. Et qu'on a à vivre dans et à vivre de, sans vivre aux dépens, c'est-à-dire sans exploiter. Il met en évidence que cette dimension d'obligation vaut, bien sûr, d'abord et avant tout pour les humains, mais qu'elle doit s'étendre à toutes les formes de vie à l'intérieur d'un territoire, et particulièrement donc aux non-humains, aux animaux, aux plantes, aux esprits du lieu, etc. Et il ajoute que cette souveraineté comprise comme obligation a une dimension intergénérationnelle qui est tout à fait importante et que par conséquent c'est une obligation faite à ceux qui habitent un territoire de le transmettre aux générations à venir, si possible dans le même état, non, si possible plutôt dans un meilleur état que celui dans lequel ils l'ont reçu en héritage. Vous avez tout cela, et il met l'accent sur le fait que finalement la responsabilité, la souveraineté comme responsabilité est indissociable de l'idée que ce que l'on possède n'est pas tant une propriété qu'une chose dont on doit prendre soin. J'ai parlé de l'usage, de la valorisation de l'usage comme activité de prendre soin. Alors là, on est en plein dedans, et c'est précisément ce que dit ce juriste et ce sociologue Innu en parlant de la responsabilité, en disant que c'est un concept très ancien. Il parle d'expérience, il dit que les Québécois eux-mêmes ont parfois beaucoup de mal à reconnaître l'antériorité de cette notion de souveraineté, d'autant plus que, comme vous le savez, il y a une revendication souverainiste qui est assez forte au Québec même, mais il y a certains Québécois que je connais
qui sont suffisamment intelligents pour comprendre que la revendication de souveraineté politique n'a d'avenir au Québec que dans la mesure où elle est articulée à la reconnaissance de la souveraineté des premiers peuples. Et c'est ce que précisément fait, d'une manière très intelligente, Pierrot Ross-Tremblay, en indiquant que le handicap dans cette voie-là, il dit il y a toujours cette pratique de mise en commun à travers des assemblées délibératives, qui ressemble à ce que Alain Testard appelle la démocratie primitive, en parlant des Iroquois chez Morgan. Mais il y a, me semble-t-il, dans cet article-là, dans cet entretien, une insistance sur l'obstacle, le premier obstacle. Le premier obstacle, ce n'est pas l'extérieur, c'est les séquelles du colonialisme, et c'est les séquelles du génocide qu'il a accompagné. Et il appelle ça d'une manière remarquable sui nullius, c'est-à-dire l'auto-annulation. Vous savez qu'on parlait de la terra nullius, sui nullius, c'est-à-dire le fait de dénier sa propre existence historique et d'avoir beaucoup de mal à reconnaître finalement et à admettre qu'avant cette colonisation, il y avait déjà des pratiques de souveraineté qui existaient et qui se comprenaient évidemment selon une toute autre tradition que celle dont j'ai parlé à propos de la souveraineté étatique. Voilà, et je finirai en disant qu'il me semble qu'il faut aller dans cette direction, non pas pour chercher à réactiver artificiellement cette notion de souveraineté, mais pour apprendre de cette tradition culturelle différente, de quoi repenser à nouveau frais la notion de souveraineté. Et je dirais que dans cet esprit-là, la souveraineté dont il s'agit doit être une souveraineté qui est sans sujet souverain. La souveraineté au sens de l'obligation qui découle de l'appartenance à un commun, et pas au sens de quelque chose qui est la propriété d'un sujet titulaire. Et à ce moment-là, s'il y a un sujet collectif qui se constitue, il ne doit de se constituer qu'à la force d'obligation qui est celle du commun comme relation. Voilà, donc je crois que ce qui est important, c'est d'insister là-dessus. C'est Jacques Derrida, je crois, dans Voyou, qui fait à un moment donné cette remarque qu'il y a, c'est Benveniste qui le met en évidence, une espèce de solidarité assez directe entre finalement l'ipséité, le soi-même, l'identité du soi-même, du même que soi-même, et puis d'autre part la souveraineté, et d'autre part la propriété. Et c'est ça qu'il faut arriver à dénouer, pour repenser la souveraineté d'une autre manière, et vraiment à nouveau frais. Voilà, j'ai fini. Je crois que je n'avais guère de raison de me faire de soucis devant le fait que tu avais oublié tes notes. Et je voudrais, pour démarrer la discussion, revenir sur les trois définitions de la cosmopolitique que tu as proposées à la fin de ton exposé, et me dire s'il n'y a pas encore un petit pas à franchir pour mettre en question la notion de souveraineté qui a été au fond l'arrière-plan de tout ton exposé, qui commence effectivement par une très belle et très intéressante généalogie ou archéologie, pour reprendre des terminologies foucaldiennes, de la notion de commun. Cette quatrième, j'avais envie de dire Karl Rahner encore en effort, finalement, ce que propose cette troisième définition de la cosmopolitique, c'est de faire valoir les droits d'autre chose que des États. C'est très bien. Mais si le sens dans lequel j'emploie ce terme de cosmopolitique, c'est celui d'un anthropologue qui fait le constat qu'à l'intérieur des collectifs, il y a beaucoup plus que des humains. Et par conséquent, la cosmopolitique, c'est la politique non seulement des humains, mais de tous les êtres assemblés avec les humains dans des ensembles qui sont plus ou moins cohérents et qui ont l'habitude de fonctionner ensemble. Et c'est des rivières, des sources, des montagnes, des divinités, des esprits, etc. Comment faire droit à un quatrième sens de la cosmopolitique qui existe déjà, puisqu'il est mis en pratique par des populations autochtones? Et ce que tu nous as dit sur les populations autochtones est très intéressant, mais est encore en partie lié à l'obligation dans laquelle elles se trouvent d'avoir à formuler une conception de leur rapport au territoire qui soit compréhensible par les instances auxquelles elles s'adressent, que ce soit l'ONU, et tu faisais référence à
à la Déclaration des peuples autochtones de 2007, à la Convention 169, etc., qui soient admissibles, compréhensibles par des États ou par des assemblées d'États représentées à l'échelle internationale. Et pour ce faire, il faut nécessairement employer la terminologie de la souveraineté telle qu'elle est comprise et mise en pratique par ces institutions. Mais si l'on se penche non pas vers le discours normatif qui est employé par ces populations autochtones lorsqu'elles cherchent à faire reconnaître leurs droits, mais au contraire, dans les situations, puisque tu as à juste titre insisté sur le fait que les communs devaient être envisagés du point de vue de leur pratique, donc dans les conflits que ces populations autochtones ont avec différents niveaux d'institutions, à ce moment-là, on voit émerger dans les revendications que ces peuples autochtones portent une toute autre conception de la souveraineté et qui n'a, je pense, que très très peu de rapport avec la généalogie, en somme, progressive que tu as proposée. L'un des cas que tu as mentionné, que je connais un peu, c'est celui des Shuar. Je veux rappeler que la fédération Shuar, qui est la plus importante fédération indigène des basses terres d'Amérique du Sud, son président est en prison actuellement. Il est en prison pourquoi? Parce que, comme tu l'as rappelé, une compagnie chinoise à qui on avait accordé une concession sur les terres d'une communauté Shuar, la communauté a réagi, c'est une mine d'or, hein, c'est l'exploitation aurifère, a réagi et le président de la fédération a pris le parti de sa communauté et a été traité de terroriste. C'est un terme qui passe partout, assez commode, pour mettre les gens en prison. Qu'est-ce qu'ils demandent? Qu'est-ce que beaucoup de populations en Amazonie demandent? C'est de considérer non pas tant les droits de peuples autochtones vis-à-vis d'un territoire, ni même peut-être leur responsabilité. Oui, la responsabilité, c'est important, bien sûr, mais c'est que de considérer que le territoire porte en lui-même des droits dont les occupants sont une manifestation. C'est-à-dire qu'en réalité, pour véritablement échapper à la question que tu as évoquée, à la fois de la représentation et de l'appropriation, le moyen que nous proposent certaines populations autochtones, c'est de faire comme sujet de droit. Alors, de droit, est-ce que le droit joue un rôle dans cette affaire? C'est une autre question. Mais de faire comme sujet de droit, non pas des humains ayant une capacité de s'approprier des espaces et des ressources, ou même ayant une responsabilité vis-à-vis de ces espaces et de ces ressources, mais au contraire, de considérer que des espaces ont des droits, si on veut, dont les humains sont, dans certains cas, des garants. Ce qui permet de poser la question de la responsabilité, de la délégation. Moi, je préfère parler de délégation que de représentation, de poser cette question de manière assez différente. Donc, la question que je voulais te poser, c'est ne faut-il pas aller au-delà de ce que tu viens de nous exposer, et en particulier pour retrouver des parallèles lorsque tu distingues les communs non coutumiers des communs coutumiers. Une chose qui me paraît intéressante dans certains des communs non coutumiers qui sont en train de se développer à l'heure actuelle, toi, tu faisais plutôt référence à des communs non coutumiers urbains, à des squats, à des formes d'occupation d'édifices publics, etc. Moi, je pense à autre chose qui est plus de territoires qui sont... Tu parlais de territoires discontinus, mais moi, je pense à des territoires qui sont plus continus. Ce sont les ZAD. La caractéristique de la ZAD, c'est que c'est un milieu de vie singulier, occupé par des humains et des non-humains qui ont au départ le désir
de maintenir, de conserver une forme de relation qu'ils entretiennent dans cet espace et par rapport auquel des populations ou des individus ont considéré qu'il fallait leur apporter leur solidarité et vont donc s'identifier en tant que personnes à ces formes de relations. Autrement dit, on a là quelque chose qui est intéressant parce que ce qui est mis en avant dans cette affaire, c'est bien sûr, il faut protéger un territoire contre des projets d'aménagement grandioses et grandiloquents, etc. Mais il faut surtout préserver une forme de relation entre humains et des humains à un espace et à des non-humains auxquels des gens sont attachés, et attachés au sens très fort, et que d'autres considèrent de leur responsabilité de collaborer en quelque sorte en disant nous partageons cet attachement même si nous ne sommes pas issus du lieu. Et donc ça bouleverse complètement la notion de souveraineté et de ce point de vue-là, il me semble qu'il y a des fils, des connexions possibles entre communs coutumiers et communs non coutumiers. Bon, c'est une première remarque, si tu veux. Oui, non, je crois que tu as raison sur la question de la distinction, mais de toute façon, je n'ai pas eu le temps de la faire, je voulais la faire, entre cosmopolitisme et cosmopolitique, c'est-à-dire qu'en fait, les trois sortes de cosmopolitisme que j'ai distinguées, pour moi, justement, sont incapables de poser les pierres angulaires d'une véritable cosmopolitique. Donc même pour Karl Rahner, tout sympathique qu'il m'apparaisse rétrospectivement, parce que je me dis, en 1937, proposer un tel réaménagement de l'Organisation mondiale des Nations Unies, c'est quand même assez courageux de sa part. Mais il n'en reste pas moins qu'en effet, ce n'est pas une cosmopolitique. C'est pour ça que je tiens à la distinction entre cosmopolitisme, quelle que soit la variante, parce que j'estime que celle de Karl Rahner est la plus intéressante, mais néanmoins, elle est insuffisante. Donc je suis tout prêt à reprendre ce que tu as dit sur le fait que, M. Rahner, il faut faire encore un effort. Mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je crois en effet qu'il faut une cosmopolitique, c'est-à-dire quelque chose qui soit de l'ordre de, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, l'institution politique du monde. Je fais exprès d'utiliser justement le terme d'institution, parce que je crois que derrière cela, il y a beaucoup de choses qui sont plus ou moins dissimulées. Bon, ça a un rapport avec ce que tu viens de dire sur les ZAD. Ce que je veux dire, c'est que dans la représentation de l'État moderne, tel qu'on peut se la faire depuis le fameux texte de Max Weber sur la vocation du politique, la vocation et le métier de politique, il y a une importance très grande qui est donnée au territoire. Il y a peu de gens, il y a un ouvrage de Catherine Colliot-Hélène sur le désenchantement de l'État où elle analyse ça de façon remarquable. Il y a peu de gens qui ont fait attention au fait que dans la définition de Max Weber, vous savez, sur le monopole de la violence physique légitime, il est fait explicitement référence au territoire. Et Max Weber le dit en toutes lettres. Il inclut une parenthèse dans sa définition, parenthèse que tout le monde oublie, et dans cette définition, précisément, il dit que le territoire est une caractéristique de l'État. Il insiste beaucoup là-dessus. Alors ça nous renvoie à quoi? À l'idée que le territoire de l'État, classiquement pensé, cet État nationaliste, Max Weber, il ne faut pas l'oublier, comme étant l'État-nation, ce territoire est un territoire administré. C'est très important à comprendre. Administré au sens d'une administration rationnelle. C'est-à-dire que vous avez un territoire qui est soumis à la direction d'une administration, qui fonctionne à partir d'une rationalité qui est celle des moyens et des fins, dont Max Weber a montré l'importance. Et je crois que ça, c'est quelque chose qui, effectivement, doit être pensé pour comprendre comment les expérimentations de communs, coutumiers ou non coutumiers, remettent en cause la souveraineté qui est celle de l'État, parce que la souveraineté de l'État n'est pas une souveraineté désincarnée, c'est une souveraineté qui s'exerce sur un territoire et sur les habitants à l'intérieur de ces territoires. Donc la question est de savoir si, lorsqu'on pense en termes de cosmopolitique des communs, on ne pense pas nécessairement en termes de territoire qui échapperait à la direction administrative rationnelle de l'État, telle que Max Weber la conçoit. Et à cette question-là, je réponds oui, une cosmopolitique des communs n'est possible qu'à la condition que tous les territoires ne soient pas soumis à la direction administrative des États. Donc il faut introduire justement dans la cosmopolitique
n'est pas une cosmonomie. Vous savez, au sens où les Grecs parlaient d'économie, oikos nomos, cosmonomie, ça serait une administration du monde. Ben justement, la cosmopolitique n'a rien à voir avec une cosmonomie de ce point de vue-là. Et il faut considérer, à cet égard, en effet, ce que tu dis sur les communs. Je pense que je suis tout à fait d'accord là-dessus, sur la convergence. Nous insistons beaucoup avec Christian sur le fait que le néolibéralisme ne peut pas être réduit à une politique économique, parce que ça c'est une vision réductrice, de courte vue, qui alimente bon nombre de discours étatistes, mais nous insistons sur le fait que finalement il ne peut être combattu à long terme et efficacement qu'à partir du moment où on oppose les formes de vie néolibérales aux autres formes de vie qui s'inventent dans l'espace de ces communs. Et c'est le cas en particulier pour la ZAD. C'est vrai que le territoire, à ce moment-là, ce n'est pas un simple lieu, hein, j'ai pris des exemples différents, mais je crois qu'en effet, ça doit être intégré à la réflexion et que la remise en cause de la souveraineté de l'État, c'est d'abord une remise en cause qui doit s'opérer concernant le statut des territoires. Voilà. Un territoire, des territoires non administrés, au sens de l'administration, encore une fois, de la direction administrative rationnelle. Voilà en effet ce que j'avais en vue. Et je suis tout à fait prêt à accepter ce que tu as dit sur l'interprétation de la notion de responsabilité, puisque c'est dans ce sens-là que le comprend Pierrot Ross-Tremblay. Hein. Ça rejoint, alors de ce point de vue-là, pour dessiner une convergence, je ne sais pas si, oui, intellectuelle, au bon sens du terme, entre ces deux types de communs, les philosophes du droit en Italie, dont Paolo Napoli, réfléchissent beaucoup sur la notion de sujet de droit appliquée à la relation. C'est-à-dire qu'il faudrait à ce moment-là admettre que les communs comme relation soient des sujets de droit. Ils le font à partir de l'expérience qui est celle des communs en Italie, et je pense que ça mérite d'être élargi, et qu'à ce moment-là, c'est aussi le statut qu'on pourrait donner justement à ces zones, à ces ZAD dont tu parlais, mais je suis tout à fait d'accord là-dessus. Donc il n'y ait pas de malentendu. Je ne me satisfais pas du cosmopolitisme, même dans la version de Reiner, et je préfère, c'est pas que je préfère, c'est qu'on doit ne plus parler de cosmopolitisme, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas éprouver un sentiment cosmopolite, d'appartenance au monde, mais on doit réfléchir en termes de cosmopolitique, justement, des communs, et à ce moment-là, ça impliquerait de promouvoir juridiquement, d'une manière ou d'une autre, les communs comme relation. Ça, je pense que c'est effectivement ce qui va dans le bon sens. Alors, on est d'accord. Je ne vais pas monopoliser on a l'occasion de converser à d'autres occasions. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je suis sûr qu'il y a de nombreuses questions. Oui.